Tout a été copié par tout le monde de tout ce qu'on a fait nous. J'ai eu le droit à une lettre du ministère de la Santé, mais pas du Conseil d'État, pour dire merci pour vos efforts pour le Covid. 75 millions j'ai perdu dans le Covid. Faire ce qu'on veut, c'est bien, mais faire ce qui est juste et encore mieux en fait. Et du moment que toi, tu arrives à avoir un équilibre de vie entre ta passion, la famille, puis être, je reviens toujours à la bienveillance, c'est difficile de ne pas être heureux. Et il me dit, mais moi je ne veux pas travailler avec vous. Et il me dit, je veux que vous quittiez mon bureau. Je dis, pardon. Il fait oui. Je dis, mais moi je quitte votre bureau. Il dit, alors moi je quitte. Il s'est levé, il s'est cassé le mec. Il dit, vous êtes qui vous? Je dis, pardon, je suis Abdallah Chatila. Il me dit, non mais je sais qui vous êtes, mais vous êtes qui? Je comprends votre question monsieur. Il dit, vous êtes un citoyen normal. Pourquoi vous mêlez des affaires de l'État? Je dis, pardon. Le lendemain, toutes les banques m'appellent et monsieur Chatila, on veut plus de vous comme client. Je dis, pardon. Ben non, maintenant vous êtes un banque, vous êtes une autre catégorie de risque. Et en plus, vous achetez une banque qui était détenue par des Russes et vous avez payé des Russes. Donc nous, on ne veut pas ce risque. Et donc moi, j'avais 1 milliard de lignes de crédit avec des banques. 1 milliard. Moi, je peux faire faillite 10 fois, 100 fois. Ça ne changera pas ma vie parce que je sais que je vais regagner de l'argent parce que toute ma vie, j'ai gagné de l'argent et je sais comment faire ou comment pas faire. Mais quand quelqu'un ne sait pas, quand quelqu'un n'a jamais essayé, quand quelqu'un n'a pas pu goûter à l'échec, comment tu veux qu'il puisse vouloir prendre un risque? On a beaucoup de chance de s'asseoir avec des entrepreneurs incroyables qui nous partagent un peu leur vie et leur parcours. Si vous aimez autant que nous passer ces moments avec eux, n'hésitez pas à vous abonner ou à liker ces vidéos. Nous, ça nous aide énormément, donc merci beaucoup pour votre soutien. Dans cet épisode de La Savane, on a la chance de recevoir Abdallah Chatila, figure emblématique de l'entrepreneuriat et de l'immobilier à Genève, voire même en Suisse. Avec lui, on a eu une conversation passionnante sur bien évidemment ses échecs, ses difficultés, ses challenges, mais aussi ses réussites, tout ce qu'il a pu créer à travers ses fondations, à travers l'immobilier, durant le Covid, comment il a aidé Genève à des moments extrêmement importants, et un peu tout ce qu'il a traversé ces dernières années. Donc vraiment une conversation passionnante avec un homme extrêmement humain qui a pu nous partager des histoires qui sont vraiment fortes en émotion. Donc vous allez voir, c'est assez intéressant d'avoir cette facette d'un homme comme ça. Donc on espère que vous allez apprécier autant que nous cet épisode, et bienvenue dans La Savane. Abdallah, bienvenue. Merci. Merci d'être là. On va commencer. J'ai une question pour toi. Tu dis dans un article que tu viens d'un monde où la confiance et la poignée de main suffisent. Est-ce que, selon toi, c'est encore possible ça aujourd'hui? Est-ce que ça existe encore? Enfin, j'espère que ça existe parce que si la parole de l'un ne tient pas, ça veut dire que le monde s'écroule. Mais c'est vrai que nous sommes dans un monde qui est extrêmement basé sur des lois, basé sur des organes qui contrôlent certaines procédures. Donc en fait, tant que le contrat n'est pas signé, ficelé, aujourd'hui c'est difficile de dire qu'on a un accord. Et puis c'est vrai que le monde va mal, la géopolitique va mal, il y a énormément d'incertitudes et les gens peuvent vite changer d'avis. Et moi je dis toujours à mes collaborateurs, quand on a un deal, il faut vite le signer avant que le type change d'avis. Donc ça, malheureusement, ça veut dire exactement le contraire de ce que je viens de dire il y a 2 secondes, que c'est difficile d'être 100% sûr que quelque chose va aller jusqu'au bout. Parce que entre le moment que une personne se met d'accord et à cause justement de toute cette partie légale, il y a énormément de choses qui sortent en discussion, soit sous forme de lorsque tu fais un partenariat ou lorsque tu vends quelque chose, les gens peuvent facilement changer d'avis. Et puis aussi, il y a des facteurs qu'on ne maîtrise pas. Nous, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine de l'immobilier, on veut acheter quelque chose, on pense qu'une banque va nous financer, on pense qu'on a un investisseur derrière nous, on pense que plein de choses. Et puis finalement, c'est ces facteurs X derrière nous qui ne jouent pas le jeu et tu te retrouves à ne pas pouvoir tenir ta parole. Ça ne veut pas dire que la personne qui voulait le faire ne voulait pas le faire, mais il n'a pas pu le faire. Mais toi, tu dirais que tu as vu une différence depuis, on va dire, le début de ton parcours entrepreneurial, où comme tu dis, tu viens du monde du diamant, tu serres une poignée de main, puis le deal, tu sais qu'il va être fait, etc. Et aujourd'hui, tu vois quand même une différence ou malgré tout, ça... En fait, moi, j'étais biaisé parce que j'avais commencé dans le monde des diamants, où en fait, il n'y avait pas de contrat. Okay. Donc en fait, j'utilisais un terme hébreu qui disait mazal, qui disait en fait bonne chance pour ce que tu fais, qui était en fait comment tu scelles l'accord. Et d'ailleurs, il y a de l'arbitrage dans le diamant qui est basé que sur cette parole-là. Donc, même pas de contrat qui fait valoir. Quand je domaine des bijoux, quand je faisais des foires, je demandais à des partenaires de m'envoyer des centaines de millions de bijoux, vraiment des sommes astronomiques. J'ai signé par email à l'époque, non, mais par fax, le reçu comme quoi la marchandise était bien arrivée. Et en fait, aujourd'hui, pour recevoir, je ne sais pas, 20 000 francs, il te fait signer 25 contrats. La banque demande encore la copie des contrats et pourquoi il y a le contrat. En fait, tout est devenu beaucoup plus
bureaucratique. Mais je pense aussi que si je retourne au milieu des diamants, ça n'a pas dû beaucoup changer non plus. Donc en fait, c'est difficile de vraiment mélanger deux mondes. Un monde qui est très old school, qui ont gardé leurs racines historiques, et puis le monde actuel, qui est le monde général, qui est beaucoup plus légiféré et compliqué. Mais je le vois, là où je peux sentir la différence, c'est par exemple dans le vente aux enchères. À l'époque, quand tu achetais quelque chose aux ventes et tu avais des lignes de crédit des ventes, les ventes te donnaient la marchandise avant que tu la payes. Et après la crise de 2008, ils ont changé. Et même si tu as des termes, donc tu peux payer sur 3 mois, 6 mois, 4 mois, enfin selon ce que tu négocies en avant, mais tu ne te libères pas l'actif avant que tu le payes. Donc c'est vrai que 2008, avec la crise, il y a eu énormément de gens qui ont dû faire des défauts, qui a un peu redonné ce sentiment de dire mais rien n'est acquis, et essayons de nous protéger en étant plus formel. Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, dans le business de manière générale, la confiance est quand même une composante importante, essentielle? Ouais. Primordiale. Tu ne peux rien faire sans confiance. Tu ne peux pas travailler pour quelqu'un si tu n'as pas la confiance de cette autre personne. Tu ne peux pas faire un deal si tu n'as pas confiance. Alors, quel est le niveau de confiance qu'il faut? C'est ça qui change et qui évolue selon ce que tu vas faire. Moi, je l'ai bien vu. Nous on a, dans l'immobilier à Genève et en Suisse, d'ailleurs, on travaille beaucoup avec ce qui sont des promesses de vente ou des ventes à terme, où tu mets un dépôt de, je sais pas, sur un terrain de 10 millions, tu mets 10%, 20%. Et puis le sol, tu le payes quand il y a l'auto-renforce, par exemple. Nous, il n'y a jamais eu aucune fois un doute qu'on ne pouvait pas signer un deal, puisqu'on a signé des terrains jusqu'à 200 millions à valeur du terrain, en mettant des sommes qui sont beaucoup plus faibles. Mais ils n'avaient pas de doute qu'on allait, obtenir l'autor, parce que nos équipes étaient capables, et ils n'avaient jamais eu le doute qu'on puisse financer le projet. Et c'est vrai que depuis qu'on a eu les mauvais articles, les gens avec qui je côtoyais assez régulièrement, maintenant ils ont peur. Donc au lieu de me demander 5%, ils me demandent 20%. Au lieu de dire que tu as 10 ans, ils me donnent 5 ans. Et donc la confiance est clé là-dedans, parce que si tu perds la confiance de certains acteurs, ça ne te permet pas de travailler. Sans parler de financement, c'est aussi une question de rapport et de rapport de finalité. Est-ce que tu arriveras à honorer ton contrat jusqu'au bout? Même si ce n'est pas financier, tu dois faire quelque chose pour quelqu'un, mais est-ce que tu arriveras à le faire dans certaines conditions ou pas? Et c'est là où la confiance est extrêmement importante. Et tu penses qu'en Suisse, tu as travaillé dans différents endroits, que ce soit aux États-Unis, au Liban, en Suisse. Tu penses qu'en Suisse, c'est tout aussi important qu'ailleurs, c'est même plus important qu'ailleurs parce que c'est un petit pays, c'est la même chose? C'est quoi aujourd'hui ce rapport? Alors, je pense que c'est pareil partout, mais plus l'endroit où tu travailles est petit, et plus c'est important. Parce que les gens... moi, je dis que tout le monde a des patterns. Donc, on a tous un pattern. On peut être des bons payeurs, des mauvais payeurs, des gens qui sont toujours en retard, des gens qui sont toujours en avance, des gens qui sont... Moi, je travaille beaucoup sur les patterns des gens. Et en fait, quand tu as un pattern qualitatif, qui est celui recherché par un partenaire, tout le monde le sait. Et quand tu as un mauvais pattern, tout le monde le sait aussi. Quand, dans une ville comme Genève, qui est un village, forcément, ça joue dans les deux sens. Alors que dans les grandes villes, tu peux peut-être travailler dans le même métier, mais dans d'autres quartiers ou dans d'autres endroits, qui te permettra peut-être d'éviter les dits ou les non-dits dans certains endroits. Ceci dit, avec les médias, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, cacher quelque chose, c'est un peu compliqué. Hein. Je ne sais pas comment les voleurs font, parce que je dis toujours, mais un jour ou l'autre, tout se sait, tout s'apprend et tout se dit. Et aujourd'hui, avec le téléphone, on sait combien de fois tu es allé aux toilettes, on sait combien de verres d'eau tu as bu. Donc, c'est très difficile de cacher des choses. Et est-ce que, c'est intéressant cette histoire de pattern, est-ce qu'il y a des patterns que tu vois qui sont très qualitatifs, qui sont des choses que tu recherches chez les gens avec qui tu fais du business? Est-ce que tu as des choses à partager là-dessus? Est-ce qu'il y a des patterns que tu as vus qui sont au contraire peut-être mauvaises, que tu dis, ça, pour moi, c'est un no-go? La vérité, je pense que quand tu fais du business, n'importe quelle sorte de business, qui prime, c'est pas de juger les gens avec qui tu fais du business. Je pense qu'il faut que la personne amène le résultat que tu t'attends au niveau du business. Après, il faut espérer dans ta vie que tu arrives à un moment où tu as le luxe de choisir avec qui tu veux travailler. Quand tu commences ta carrière,
tu as des bracaillons en face de toi, mais tu gagnes un peu d'argent avec eux, tu ne vas pas dire, vous êtes des bracaillons, je ne veux pas travailler avec vous, je veux travailler avec le top de la top. Et en fait, plus tu évolues, j'utilise bien le terme évoluer dans ta profession, dans ta qualité, dans ta reconnaissance dans le domaine, plus ça te permettra de pouvoir choisir les gens à qui tu aimerais travailler et qui ont les qualités humaines que tu recherches ou pas. Après, nous sommes un monde où il y a deux types de gens. Il y a les producteurs et les non-producteurs. Donc, quand tu n'es pas un producteur, quand tu n'es pas quelqu'un qui produit naturellement, forcément, tu seras toujours peur d'avoir confiance en toi et de pouvoir choisir avec qui tu veux travailler, même si tu arrives à un niveau de qualité assez élevé. Alors que les producteurs qui sont sûrs d'eux, qui savent que de toute manière, si je ne bosse pas avec lui, je bosse avec l'autre, ils vont prendre beaucoup plus de facilité à dire non ou envoyer balader des gens, même si ce serait du business extrêmement intéressant. Qu'est-ce que, sur une vision un peu plus macro, qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de l'entrepreneuriat en Suisse? Est-ce que, voilà, on disait avant, tu as travaillé dans différents endroits, différents pays, tu as fait la plus grosse partie de ta carrière entrepreneuriale en Suisse. T'en penses quoi? Est-ce qu'on est bons entrepreneurs? Est-ce qu'on doit évoluer? Alors, déjà, il faudrait définir le terme entrepreneuriat. Moi, c'est déjà la base d'entreprendre. Ça veut dire que n'importe qui fait n'importe quoi, il est déjà entrepreneur. Et ça mélange un peu la valeur de ce terme. Je parle de valeur parce qu'en étant je sais c'est quoi être un vrai entrepreneur. Mais ça ne veut pas minimiser le fait que d'autres qui entreprennent ne sont pas des vrais entrepreneurs pas. Mais je pense qu'au niveau de la discussion, il vaut mieux tabler vraiment sur ce que les gens pensent de l'entrepreneur réel. C'est-à-dire quelqu'un qui, d'une manière régulière, prend des décisions, qui amène à prendre des risques et qui arrive à essayer de trouver des niches, même sans inventer la lune, mais des niches dans certains domaines où il y a une faille. Mais ça veut dire entreprendre, veut dire commencer quelque chose qui t'amène à être indépendant, qui t'amène à même si tu as un business existant, de créer des secteurs dans ton business qui sont différents que ceux que tu utilises et ceux que les autres utilisent. Dans ce domaine de l'entrepreneuriat, la Suisse est extrêmement forte parce que c'est un pays où l'éducation est gratuite. C'est un pays où c'est un miracle économique. C'est un miracle économique qui est mélangé à un miracle social et qui est mélangé à un miracle politique, de stabilité politique. En fait, tu as déjà 3 ingrédients qui, additionnés au taux de gens qui vont aux universités et qui font des études, c'est statistiquement impossible de ne pas avoir de bons entrepreneurs, enfin de ne pas avoir beaucoup d'entrepreneurs. Parce que l'entrepreneuriat vient aussi par un soutien social et par un soutien économique et par un soutien politique. Ce qui manque en Suisse n'est pas ça. Ce qui manque en Suisse, c'est l'échelle au-dessus. C'est-à-dire que des gens qui veulent entreprendre, ouvrir leur resto, ouvrir leur études d'avocat, tout ce qui est business de service usuel, il y a beaucoup de gens qui savent entreprendre parce que c'est un peu acquis. Tu as une bonne étude d'avocat, tu vas à l'UBS, ils te prêtent 500 000 balles pour le fonds de roulement, tu es un médecin, tu as des leasing, tu as automatiquement des leasings. Donc oui, quand tu es dans un monde comme ça d'entrepreneuriat, on va avoir beaucoup plus d'entrepreneurs indépendants dans le domaine médical ou de certains services en Suisse qu'on verrait en France, parce que tu n'as pas les mêmes facilités à accès à la liquidité dans ce genre de domaine. Mais par contre, quand tu rentres dans des domaines qui sont beaucoup moins tangibles, qui sont beaucoup plus spéculatifs, la Suisse est catastrophique. Et c'est vraiment un décalage qui est extrêmement important, parce que même au niveau politique, au niveau du soutien politique, quand c'est risqué, la Suisse n'est pas connue pour prendre des risques. La Suisse a grandi en ne prenant jamais trop de risques, doucement, doucement, doucement. Et c'est ça qui a fait sa force. Mais c'est vrai que c'est très difficile de faire changer les lois à cause de la surdémocratie. Et c'est très difficile de faire changer la perception générale. Et aujourd'hui, je te donne un exemple, par exemple une régie immobilière. Pourquoi est-ce qu'ils changeraient quelque chose? Ils font rien, l'argent vient tous les mois. Ils surfacturent des travaux, ils font toujours un peu de courtage. Enfin, le business est là en fait. Et c'est pareil pour les banquiers. Historiquement, la plupart des banquiers, ils n'ont pas grand-chose à faire. Les gens les supplient pour ouvrir des comptes.
Et eux, ils disent non, 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 on ne veut pas de vous parce que tu es chauve, parce que tu es grand, parce que tu as une casquette, parce que je ne sais pas quoi. Alors qu'ailleurs, les gens se battent pour avoir du business. Et c'est là, le fait que ça soit trop facile empêche de se donner plus de mal pour aller plus loin, parce que quand est-ce qu'on va plus loin? On va plus loin quand on se donne du mal. Pourquoi on a inventé la roue? Parce qu'au début, on voyait que le truc carré ne marchait pas très bien. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Donc on a créé une roue. Et puis on a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille plus vite? Donc on a pris un cheval. Donc en fait, chaque fois que la vie a évolué historiquement, a été pour améliorer une situation actuelle. Et c'est là où ce qui est dommage en Suisse, c'est que tout est trop facile, il y a trop de tout. Et c'est très difficile de motiver les gens quand ils ont trop de tout. C'est comme si vous avez un enfant qui a tout de suite, tu n'as pas envie d'aller à l'Uni, il ne va pas à l'Uni, ben, il ne va pas aller à l'Uni. Tu n'as pas besoin de l'école, ben, il ne va pas aller à l'école. Tu n'as pas besoin de je ne sais pas quoi, tu ne fais pas. En fait, il faut donner à avoir envie, obliger un peu les gens à avoir faim. Et malheureusement, en Suisse, malheureusement ou heureusement, on n'a pas faim en Suisse. Mais là où moi j'en veux beaucoup au gouvernement, j'en ai parlé là avec un conseiller d'État il y a quelques jours, c'est que les banques, il n'y a pas de vraie banque publique ou de banque d'État qui est là pour soutenir l'entrepreneuriat et soutenir l'économie. Et on fait beaucoup l'amalgame en Suisse avec l'UBS, ou l'ancien Crédit Suisse, les deux grandes banques, qui ont comme eu un rôle historique dans la mentalité des gens étant partie de notre vie de tous les jours. Ces deux noms, SBS, UBS, Crédit Suisse, depuis qu'on est né, c'était tout le temps... pour nous, ça faisait partie de l'État, ça faisait partie d'un devoir. Ces gens-là, en fait, c'est des sociétés comme vous et moi. On parle aujourd'hui de l'UBS qui veut quitter les États-Unis, mais ils ont le droit. L'UBS a le droit de ne pas vouloir me financer, comme ils ont le droit de fermer tes comptes, comme ils ont le droit de décider, on ne veut plus faire de promotion en Suisse, on ne veut plus financer ça. Le Crédit Suisse en avait, nous on n'a plus, on ne veut pas. Et nous, en fait, j'ai beaucoup de gens qui sont outrés. J'en ai même un qui a même attaqué l'UBS parce qu'il a décidé de ne plus travailler avec lui. Et mais sur quelle base tu l'attaques? Parce qu'il y a un monopole. Ah oui, là tu as raison, il y a un problème. Mais en fait, la faute du monopole, ce n'est pas le mot juste dans ce cas de figure, parce qu'il y a d'autres possibilités, mais qui ne sont pas à l'échelle. C'est un monopole d'échelle. C'est l'État n'a pas travaillé pour pouvoir aider à ça. Nous, aujourd'hui, dans la promotion, on a un très, très gros souci qui est lié à ce monopole d'échelle de l'UBS. En fait, il n'y a personne d'autre que... Il n'y a pas d'alternative. Il y a zéro alternative. Alors, quand je dis zéro, j'exagère. Mais il n'y a pas d'alternative crédible. Il y a certaines banques privées, tu dois mettre des dépôts, ils n'ont pas d'équipe adaptée, ils n'ont pas la réactivité, ils n'ont pas vraiment d'appétit. Les banques étrangères, ils n'ont pas encore compris qu'il y avait une place énorme à prendre. Moi, je ne comprends pas comment tous ces mastodons français ou allemands ou italiens ne se disent pas on va vite rentrer dans le retail en Suisse. Et en fait, la taille de la population est tellement petite qu'ils pensent que ça ne va pas marcher. En fait, ils sont bêtes. Ils vont gagner plus d'argent avec 9 millions d'habitants qu'avec 50, 60, 80 millions d'habitants. Et aujourd'hui, ce problème, pour moi, qui est une erreur de l'État, d'ailleurs, j'ai dit à ce conseiller d'État genevois, j'ai dit, mais s'il vous plaît, recapitalisez la BCGE et changer les statuts et que ça devienne un vrai soutien à l'économie. Parce qu'aujourd'hui, je prends l'exemple de l'immobilier, parce que tout le monde connaît l'immobilier, c'est facile, on n'a pas d'alternative. Et il suffit que tu sois blacklisté à l'UBS ou que l'UBS ne veut pas travailler avec toi, tu fais quoi? Et la BCGE n'a ni le capital pour et ni l'appétit pour. En fait, il te parle encore de la crise des années 80. Je dis, OK, ça va, ça fait 45 ans, les gars. Les 90% des gens que vous parlez, tu n'es même pas nés. Donc, j'espère que vous avez compris vos leçons, très bien, mais aujourd'hui, il y a de l'argent à prendre, il y a surtout une économie à garder en vie qui ne peut pas survivre sans financement. C'est impossible. Et là, c'est vraiment le souci, on le voit avec des startups. Moi, il y a une institution que j'adore, c'est la Fongite, qui est dirigée par un ami à moi, qui est M. Camparella, et qui, lui, a 50 millions par an, ou je ne sais plus quelle somme il a, à disposition pour pouvoir aider différentes sociétés à, être constituées, 2, leur donner un trampoline en gestion administrative et autres, en leur trouvant un emplacement qui est en général à la Fongite, et de leur servir un peu sur un plateau d'argent toute la partie administrative que ne vont pas. Mais le problème qu'il a, il me dit, mais moi, j'aimerais passer une étape supérieure, les idées à les financer, un premier round ou un deuxième round, pour aller beaucoup plus vite. Mais ça lui a pris 10 ans pour avoir l'autorisation de faire un fonds qui va être un fonds spéculatif, qui sera détenu, géré par la Fongite,
mais avec des fonds, des banques, enfin, comme tout fonds spéculatif, il va lever de l'argent de tout le monde. Mais pour moi, j'ai dit, mais ça doit être un fonds, comme une sorte de fonds de l'État qui devrait donner une partie de l'argent. Ben non, c'est encore les privés qui doivent subvenir à un projet PPE, qui est très bien. Mais si toi, tu veux garder ces pépites en Suisse, si toi, tu veux les aider, tu vas les tenir par quoi? Tu vas les tenir que par l'argent. Tu peux sortir tout ce que tu veux. Oui, c'est safe. Oui, c'est beau. Oui, on a l'aéroport à côté. Oui, il y a le lac. Oui, on a 1 heure de la montagne. Oui, tout ce que tu veux. Mais une entreprise en grande croissance, en accélération, a besoin d'argent. C'est tout ce qu'elle a besoin. D'argent, d'argent, d'argent. Et évidemment, un système économique derrière est bon, mais la start-up, elle s'en fout de faire du business en Suisse. Complètement. Sinon, ce serait une start-up qui n'aura jamais de valeur. Les start-up qui utilisent aujourd'hui différents types de technologies, eux veulent avoir le monde à leurs pieds, veulent des milliards de population, pas 9 millions de population. Donc la cible même de la Suisse n'est pas la cible de ces gens-là. Par contre, la seule manière de les garder, c'est ou fiscal ou financier. Et là, on n'a ni l'un ni l'autre. Donc, il va y avoir une déperdition naturelle. On le voit par exemple avec Proton, on le voit avec plein de gens qui vont naturellement, dès qu'ils ont atteint la taille critique, vont dire merci pour l'hospitalité et ciao. Et en fait, toi, tu vas te retrouver là, tu as fait tout le boulot, tu as trouvé les pépites, tu les as soutenus quand il fallait les soutenir, et du moment qu'ils commencent à grandir, parce que tu n'arrives pas à suivre, ils partent. Et c'est ça qui, moi, me dérange, parce que moi, je suis quelqu'un qui comprend combien c'est difficile de gagner de l'argent, et combien, quand tu as une possibilité devant toi, il ne faut jamais la laisser partir. Parce que tu en perds une, c'est pas sûr que tu en retrouves une deuxième. C'est pas statistique. Hein. Trouver des deals où tu gagnes de l'argent, c'est pas statistique. C'est vraiment au coup par coup. Oui, une manière de se créer une base de données, il y a une manière de se créer un réseau, et c'est une manière de mettre en place une structure qui va t'amener tout ça. Mais c'est quand même pas facile de pouvoir gagner de l'argent, surtout dans le domaine du private equity ou du venture cap, où quasiment tu prends toi risque. Moi, il n'y a pas... Sur, je sais pas, 40 investissements, j'en ai perdu 39. Parce que c'est ça. Et en fait, c'est partie du jeu. En fait, c'est ça le jeu. Le jeu, c'est te dire, tu dois diversifier ton risque. Et du moment que toi, tu acceptes qu'il faut diversifier ton risque, quand on a une qui marche bien, bah, tu dois être sûr de la garder. Et c'est ça qui me dérange en tant qu'entrepreneur en Suisse, qu'il n'y a pas ce vrai soutien derrière qui amène à avoir une croissance beaucoup plus extraordinaire que celle qu'on pouvait avoir, surtout dans l'environnement européen dans lequel nous sommes. Ben, on devrait être tout le monde devrait venir courir chez nous. Et c'est vrai que la Suisse, voulant être plus réaliste que les rois, ben, ils ont créé des structures OCDE qui sont complètement dans la réglementation européenne, mondiale, par rapport aux 15% des impôts, etc. Mais ils ne sont jamais venus avec une idée de créer une patent box ou de créer des structures alternatives au niveau fiscal qui peuvent attirer ces entreprises. Et surtout, alors qu'ils ont les moyens, ils n'ont surtout pas créé une plateforme. Aujourd'hui, il y a des plateformes de crowdfunding, je donne un exemple, mais ces plateformes de crowdfunding, en fait, c'est la même chose que l'État devrait faire. C'est-à-dire qu'elle devrait créer des plateformes pour, à travers son réseau, soit de communes, déjà là, entre les communes et les cantons et l'État, il y a déjà tellement d'argent à prendre juste là, pour pouvoir soutenir des entreprises dans certaines zones développées, qui permettrait de pouvoir garder ces entreprises. En plus, l'autre chose, quand tu regardes une carte de la Suisse, moi je connais que Genève, hein, je suis très très nul d'ailleurs, mais à part en fait, tu as la partie, le parti Genève, Vaud, tu as un petit peu le Valais, qui sont un peu innovants, mais bon, ce n'est pas le Valais qui va révolutionner quoi que ce soit, mais après tu as la partie zurichoise, mais toute la partie orientale, qui est la partie suisse italienne, est morte. Et moi, je ne suis pas conseiller fédéral, mais tous ces pays, tous ces endroits, à Genève, à Genève et Zurich, tu ne peux pas trouver un appartement avant 10 ans. Tu marches dans la rue là-bas, c'est comme tu te sens à Milan dans les années 80. À vendre. Et tu dis, mais comment ça se fait que dans un pays comme ça, ils n'arrivent pas à travailler un peu le méli-mélo économique pour qu'il n'y ait pas des régions qui soient dans une situation aussi difficile alors que d'autres sont dans des régions plus importantes. C'est 3 pays différents presque. C'est 3 pays différents, mais là, je vais citer par exemple un exemple au Locle. Donc, on m'a proposé un immeuble au Locle, 2 immeubles au Locle, entièrement loués, 10 ans de bail avec une entreprise internationale qui vaut 5 milliards en Nasdaq. Voilà. Un immeuble comme ça, à Genève, tu le vends entre 3,5 et 4% de rendement. Tu sais combien tu le payes au Locle? 7%.
au local. Et en plus, tu as 10 000 mètres carrés de terrain gratos qui va avec l'immeuble. Et personne n'en veut. Parce que le local, il n'y a pas de demande. Enfin, tu as un peu l'horloger, le monde horloger. Oui, mais l'horloger, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Après, maintenant, ils peuvent faire beaucoup de choses partout. Et ça te démontre, en fait, et ça, pour moi, ça fait partie des échecs où certaines régions de Suisse qui pourraient profiter de leur savoir-faire au niveau industriel ou autre, surtout la micro-industrielle, et le système n'aide pas à ça. Parce que moi, si je ne sais pas quel canton c'est le LOC d'ailleurs. Mais Le Châtel. Pourtant, je dis pas une bêtise. J'ai un doute entre Neuchâtel et le Jura, c'est l'un ou l'autre, a priori. Mais par exemple, un canton comme le Châtel, avec toutes les boîtes horlogères qu'ils ont chez eux, tout ce qu'ils ont, ils auraient pu être, même, je ne sais pas plus important que Genève, mais peut être vraiment dans le top 3. Quoi, et on ne sait pas où ils sont. Et c'est ça qui. Ça pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu cette vision entrepreneuriale de pouvoir garder les entreprises chez eux, d'en faire une marque. Le vin de Bordeaux, je veux bien, mais c'est quoi Bordeaux? Ils ont inventé une marque. Ils ont réussi à créer une... Ils ont réussi, la ville de Bordeaux, enfin plutôt pas la ville de Bordeaux, mais les vignobles autour de Bordeaux ont créé cette illusion qu'il n'y a que le vin de Bordeaux qui est exceptionnel et tout le reste est imbuvable. Enfin, moi, dans ma tête, au début, quand j'ai commencé à boire du vin, j'entendais Bordeaux, 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 je croyais que Bordeaux. Et finalement, je n'ai même pas touché un vin suisse. J'ai un vin suisse, mais ça n'existe pas. Mais en fait, on crée des histoires et on crée une illusion. Parce que finalement, c'est qu'une illusion. Alors, je ne dis pas que le vin de Bordeaux n'est pas très bon, il est sûrement parmi les meilleurs du monde. Mais il ne faut pas dire qu'il n'y a que le vin de Bordeaux qui est buvable. Non, mais ils ont réussi à... On a un problème de marketing en Suisse, quoi. Et non. On a de la Alors, peine à oui et non. Oui et non. On a quand même un très, très bon marketing au niveau de l'image de la Suisse, de l'image économique. On a de la stabilité. On a quand même des magnifiques fleurons économiques. On a quand même Nestlé, on a Novartis, on a Roche. Mais qui commencent à dater aussi. Mais ils se renouvellent pas. C'est ce que j'ai dit avant. Tout était trop facile. Et on va prendre le cas de Nestlé. Moi, je ne vais pas citer le nom, mais j'ai un type à Genève qui avait vendu son parc immobilier et qui a décidé, parce qu'il avait beaucoup d'amis dans la gestion de fortune, pour que personne vienne l'embêter tous les 2 jours, s'il te plaît, mets un peu d'argent chez moi, ou je ne sais pas quelle autre raison il a eu. Il dit, je vais acheter un seul stock. Et il a acheté Nestlé. Il a vendu en 2020 au pic du pic, l'immobilier, record absolu de jamais vendu. Il a tout mis dans un stock, moins 30% depuis. Mais moi, tu m'aurais dit en 2020, Nestlé, alors qu'il y avait le boom à cause du Covid, où tout le monde bouffait comme des porcs, il n'y avait pas encore Ozempic, machin bidule, c'est une bonne idée. L'erreur, c'était qu'il n'a pas diversifié. Mais une boîte comme Nestlé, avec ce qui se passe dans le monde, elle ne peut pas perdre 30% alors que toutes les autres boîtes dans le monde ont doublé ou triplé ou quadruplé. Mais ça, c'est parce que tout était là, tout était facile, les gens sont là. C'est un vieux conseil d'administration, c'est toujours les mêmes personnes. Il y a toujours cette patriarchie où tu as toujours... Depuis tout petit, on entend parler de Brabec, on entend parler de je ne sais pas qui. C'est toujours les mêmes. Et ils sont juste plus vieux, plus gros, moins de cheveux, plus gris. Et il n'y a pas ce renouveau. Et je trouve dommage qu'avoir des pépites comme ça, personne n'a pas le courage de dire mais c'est le moment de changer. Les faire évoluer. Et parce qu'on a peur du changement en Suisse. Ouais. Et du risque. Mais le changement, c'est du risque. Ouais. En fait, en changeant, tu risques. Tu as parlé 2-3 fois de prise de décision. Tu as parlé justement, la personne que tu connais qui a pris cette décision, Nestlé, toi avec ses 40 investissements, etc. Quand tu prends une décision comme ça, est-ce qu'aujourd'hui, tu es plus quelqu'un qui part sur le côté, on va dire, data ou émotionnel sur cette prise de décision financière, d'investir, de faire des deals? Un mix des deux? Mix des trois. Mix des trois. Il y a aussi la rencontre. Humain. Bah oui. En fait, il n'y a pas de business sans humain. Tu ne peux pas être décidé de faire quelque chose si ce n'est pas quelqu'un qui t'en parle et si ce n'est pas quelqu'un qui t'a fait rêver. Parce que si moi, aujourd'hui, je veux te dire, je vais te mettre dans les micros, c'est un bon business, mais si je n'arrive pas à trouver un angle pour te faire rêver, tu ne vas jamais investir dans les micros. Il faudra que je trouve un angle pour te faire rêver. Économique, technologique ou je ne sais pas quoi d'autre. Et en fait, si tu n'as pas cette rencontre humaine qui te fait rêver, tu n'auras pas cette envie de vouloir aller de l'avant. Ensuite, tu as le côté data. Le problème, est-ce que le data est vrai? Est-ce que le data est bon? Parce que tu vas sur Internet, tapes sur Google n'importe quoi. Tu sais, maintenant, ils te donnent la liste de différentes sources. Par exemple, moi, je suis en train de préparer une obligation là, pour le groupe. Et on a fait une grosse donnée sur la Suisse. Et c'est pour ça que je sais quelle position, dans quelques secteurs que la Suisse est. Et tu n'as pas les mêmes données.
et tu n'as pas les mêmes chiffres selon la source. Oui, mais dans ce cas de figure, ça ne change rien d'être le numéro 1 ou le numéro 2, ou s'il y a 15% de millionnaires ou 14% de millionnaires en Suisse. Ça ne va changer rien. Mais dans certains facteurs, la qualité du donné est extrêmement importante. Deuxième point qui est important, c'est quand tu veux faire quelque chose, tu veux toujours que soit l'équipe qui la gère est extraordinaire, soit que le produit est très demandé, soit qu'il est très innovant. Si tu n'as pas en tout cas un des trois, déjà, il ne faut pas commencer. Et si on n'a pas deux des trois, tu n'as pas aucune chance de réussir. Et aujourd'hui, c'est vrai que moi, pendant toutes ces années que j'ai investi, je m'étais toujours basé sur un et ça m'a suffi. Et c'est là l'erreur fondamentale des investissements que j'ai faits. Et puis l'autre problème, c'est que... le 1 étant l'humain. En général, c'est l'humain et puis l'histoire. En fait, il y a aussi la technologie et tout. À un moment donné, je donne un exemple. On est venu avec une histoire de petite machine comme ça, c'était il y a 20 ans, de pouvoir faire des radios, mais portables. En fait, c'était un truc de radiologie portable qui allait servir dans des endroits où il n'y a pas un service de radiologie, de pouvoir prendre, par exemple, tu fais un accident dans un rallye, le médecin, n'importe qui vient avec cette machine, il te prend un radio, on voit s'il est cassé, pas cassé, ou avant de te bouger, lorsque tu fais un accident de voiture, et ils doivent te soulever, est-ce qu'on peut le soulever? L'idée est géniale. Ils ont levé 20 millions, et Siemens va nous racheter, et personne n'a jamais racheté. Alors, à la base, tu dis, mais pourquoi personne ne les a rachetés? C'est bizarre, Siemens n'a jamais. Et finalement, sûrement que Siemens ou autre leader du marché savait que ce n'était pas vraiment un marché à prendre. Ce n'est pas parce que toi, tu penses que c'est une bonne idée que c'est effectivement une bonne idée. Mais ça vient du data. Mais pas du data chiffre, du data, j'appelle ça, pas géopolitique, mais géo-industriel, des besoins et de l'évolution des choses. Et il faut se rappeler quelque chose, et je ne le savais pas, c'est que l'industrialisation est très lente. Demain matin, si tous les studios du monde ont ce micro, va demain trouver même si demain tu as un micro qui est mieux, tu ne vas pas le changer ton micro parce que l'autre est mieux, tu l'as déjà payé, il est déjà chez toi. Ça prend des années à faire. Donc il y a vraiment en plus un facteur qui est détériorant dans la technologie, dans la technologie, c'est que les choses qui sont bien mais pas au bon moment, en fait, ne valent rien. Et ça prend du temps à le comprendre parce que moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Donc, comme montre que A plus B, c'est quelque chose qui est mieux que le reste, soit aller plus loin. Oui, OK. Mais en fait, c'est pas que ça. C'est beaucoup plus, macro et c'est beaucoup plus d'idées, je sais pas quoi, de tous les angles où tu dois vraiment comprendre pourquoi ci, pourquoi ça. Et est-ce que tu penses, tu as dit énormément de choses hyper intéressantes, il y a beaucoup de questions qui en sortent et de sujets à discuter. Mais je trouvais intéressant ce que tu disais, la position de la Suisse vis-à-vis de l'entrepreneuriat, le fait qu'on n'ose pas vraiment prendre de risques, et qui est lié aussi beaucoup à la peur, l'émotion de la peur, l'émotion de la prise de risque, l'émotion de se mettre en avant. Toi, tu es quelqu'un qui se met en avant, qui aime bien dire les choses, qui aime bien t'exprimer. Et pas mal de gens ont peur de ça. On est dans une ville assez calviniste, dans une société suisse assez conservatrice. Est-ce que tu penses que les gens, ils n'ont pas assez envie de se mettre en avant, trop peur de se mettre en avant, trop peur de prendre des risques? Et est-ce que ça, c'est, à échelle plus large suisse, un risque aussi pour la Suisse à moyen-long terme? Parce que si on ne pousse pas ça, si on ne pousse pas le risque, l'entrepreneuriat, finalement, on va peut-être se retrouver aussi à la traîne et avoir des problèmes vis-à-vis de ça. Déjà, ce n'est pas un peu calviniste, c'est 100% calviniste. Ouais. Et ça, c'est une de mes plus grandes leçons genevoises. J'ai minimisé le côté, le Calvin qui est au sein de chacune des vieilles familles genevoises. De deux, ça revient à ce que j'ai dit avant, il y a deux types de personnes dans ce monde, les producteurs et les autres. Mm-hmm. Il n'y a pas assez de producteurs en Suisse. Et donc, quand tu n'es pas un producteur, tu fais ce que les autres font. Parce que tu ne sais pas produire. Donc, du moment que tu ne sais pas produire, tu ne prendras jamais de risque. Et le problème qu'on a, c'est que les producteurs, il faut les motiver à sortir de leur coquille aussi. C'est pas juste... On peut être un excellent joueur de tennis. Enfin, on aurait pu être un excellent joueur de tennis, mais si tu as vécu dans un pays où il n'y a pas de tennis, tu ne vas jamais savoir que tu aurais pu être un super joueur de tennis. Et aujourd'hui, la culture... générale, je parle de la vraie culture ancrée en Suisse, qui vient de piano, tout doucement,
pourquoi aller trop vite, ne pas prendre de risques, s'ancre un peu dans l'image et dans l'âme des jeunes. Il n'y a pas cette envie d'aller plus loin, on n'a pas envie de voir plus, on n'a pas envie... Tout le monde est riche. Il y en a qui sont plus riches, mais il n'y a personne qui manque vraiment de quelque chose. Tout le monde a des chaussures, tout le monde a les moyens d'avoir ce qu'il faut pour ne pas se sentir délaissé. Je pense 90% des gens. On a quand même plus de 15 000 personnes qui prennent aujourd'hui l'aide sociale à Genève, donc, qui vont à la banque alimentaire pour prendre 15 000 personnes. Bon, il y en a beaucoup aussi qui profitent du système. Mais en tout cas, ça veut dire aussi qu'il y a un vrai problème social. Mais ce que je veux dire par là, c'est que avec un salaire moyen de 4 600 francs qui est 2 fois plus élevé que la moyenne européenne, ou 3 fois plus élevé que la moyenne européenne, forcément, même si tout coûte plus cher, ça te donne quand même les moyens de faire un peu plus qu'un salaire moyen en France, ou un salaire moyen en Italie, ou en Espagne ou autre. Ben, pourquoi tu vas risquer tout ça pour quelque chose que tu ne comprends pas, qui est inconnu? Parce que si tu le perds, tu vas faire comment à le récupérer? Faire comment? Moi, je peux faire faillite 10 fois, 100 fois. Ça ne changera pas ma vie parce que je sais que je vais regagner de l'argent, parce que toute ma vie, j'ai gagné de l'argent et je sais comment faire ou comment pas faire. Mais quand quelqu'un ne sait pas, quand quelqu'un n'a jamais essayé, quand quelqu'un n'a pas pu goûter à l'échec, comment tu veux qu'il puisse vouloir prendre un risque? Et nous sommes en train de créer en Suisse ce monde un peu aseptisé où tout le monde fait la même chose, bien, dans certains domaines beaucoup mieux que d'autres, parce qu'on se donne les moyens de faire les choses bien. Quand tu bosses chez Rolex, tu viens à 8h, tu vas déjeuner à midi, tu repars à 14h, et puis à 16h30, tu es loin. Ton tablier, il est repassé tous les jours, il est propre, il n'y a pas de tâches. Ton salaire est payé le 24 du mois, le 25 du mois. Tout est tac, tac. Est-ce que tu penses que demain, quelqu'un qui bosse chez Rolex avec cette qualité de vie, ce calme, se soigner, où chaque détail dans les bureaux que tu as été même dessiné par les ingénieurs de Rolex pour être sûr que la température pendant que tu tournes le tournevis n'est pas trop chaud pour que la goutte ne descende pas, etc. Tu vas aller te dire... Ouais, tiens, je vais aller me faire chier à créer un truc. Ouais, mais ça, c'est le risque à long terme. Prendre le risque d'aller bosser sur une société innovante qui peut-être va foirer dans un an. Qui va peut-être ou pas foirer dans un an. Il faut le prendre le risque. Ouais. Ça devient du coup un très gros risque, alors que normalement, ça peut être une opportunité de sortir de... Et pas seulement sortir, c'est aussi de voir autre chose dans la vie. Moi, aujourd'hui, tous les jours, je dis à mes collaborateurs, mais si vous voulez partir, mais partez, mais faites quelque chose qui vous plaît. Si vous partez juste parce que vous allez penser gagner 3 balles de plus, il ne faut pas le faire. Dans la vie, c'est bien prendre des challenges. Mais pour moi, c'est trop facile de dire ça. Je suis né avec une cuillère d'argent, une cuillère d'or, cuillère de diamant, je ne sais pas comment dire. Toute ma vie, j'ai eu de l'argent. Donc, c'est facile de dire, vous n'ayez pas peur. Mais quand tu as une famille, des besoins, des engagements, des trucs, et même si statistiquement, c'est difficile de ne pas trouver de boulot, tu as quand même peur de changer de boulot. Tu as quand même peur de dire, je vais essayer de faire quelque chose seul. Ce que les gens disent aussi, il y a aussi toute cette peur, j'imagine. Oui, puis ton épouse ici, ou ton conjoint, mais pourquoi t'as quitté maintenant? C'est pas le moment, les enfants vont grandir, faut se préparer pour l'uni. Il y a toujours une mauvaise raison. Et c'est toujours le mauvais timing. C'est impossible d'avoir tout aligné pour le jour que tu prennes ta décision. En fait, le mieux, c'est qu'on te vire. Et que tu n'as pas le choix. Et tu n'as pas vraiment trop le choix. Et par hasard, tu tombes sur la seule opportunité qui te prend parce que tu veux vite la prendre. Et par hasard, c'est le miracle de ta vie. Et tu penses qu'on est entrepreneur ou qu'on le devient? On est entrepreneur. On est entrepreneur, on est vendeur. Et on est avec l'appétit d'avoir faim. Mais c'est un range. C'est pas blanc ou noir. C'est gris clair, gris foncé. Alors, il y en a qui sont beaucoup plus dans le gris foncé que ceux que... Mais il y en a qui sont dans le gris clair. Donc, tu peux être un petit entrepreneur qui pourrait un tout petit peu... Mais déjà, chaque échelle qui t'amène plus vers le foncé va te faire faire des pas qui sont énormes pour toi. Comme quelqu'un qui s'habille toujours en noir ou en gris, tout d'un coup, il met une chemise rouge. Mais avant le rouge, tu peux commencer avec une chemise blanche, une chemise bleue. Après, et en fait, c'est tout par étapes. Et moi, je dis toujours cet exemple, mais c'est comme quand tu commences à dépenser de l'argent chez n'importe quoi. Demain matin, tu rencontres un mec qui te fait rêver avec les meubles anciens. Allez, n'importe quoi. Et tout d'un coup, tu commences à aimer cette histoire de meubles anciens. Tu achètes le premier petit bibelot à 1000 balles.
Après, tu dis, ah, mais il y a un truc à 10 000. Ah, 10 000 pour un objet, 10 000. Après les objets à 100 000 te paraissent normal. En fait, la vie est faite de s'habituer, et ce qui te paraît pas normal à un moment donné, si tu le fais par échelle, ça marche. Ben, c'est comme le sport. Au début, si demain matin, je te dis d'aller faire le marathon, tu dis, mais c'est impossible. Mais quand on va commencer à faire d'abord le premier kilomètre, ensuite 5 kilomètres, ensuite 10 kilomètres, à 10 km, tu ne vas plus dire que c'est impossible. Quand tu vas faire 20 km, c'est plus, et plus on évolue au niveau de l'effort qu'on a fait au début, plus on a de chances de s'approcher d'un quelque chose qui avait l'air très loin. La dépense, c'est pareil, et l'appétit de l'entrepreneuriat, c'est pareil. Au début, on prend un petit risque, après on peut prendre un deuxième risque, après un plus grand risque. Et après, le calcul de risque est fait et ne vient pas seul, il vient avec un soutien familial, politique, économique, le bon moment, pas le bon moment. Et parfois, le mauvais moment de ta vie, c'est le bon moment de faire la chose parce que tu es perdu. Donc, tu décides, un vent de folie, oups, je quitte Rolex pour aller travailler chez Franck Muller ou chez quelqu'un d'autre. Et c'est là où, parfois, les choix sont faits. Et quand je parle à des collaborateurs, et j'en ai eu des milliers de collaborateurs dans ma vie, je dis, mais ne soyez jamais triste de venir m'annoncer que vous quittez. Jamais. Parce que moi, je suis content pour vous que si vous avez trouvé quelque chose qui vous plaît plus ou qui vous réveille, il faut absolument le faire. La vie est trop courte, en fait. Et moi, je trouverais tellement monotone de bosser chez le même gars pendant 20 ans, quoi. Ou 10 ans, ou 15 ans. Et pour ton intellect, pour ton truc. Mais ce que moi, je considère monotone, eux, ils considèrent que c'est une vraie qualité de vie. Parce que quand toi, tu peux passer du temps avec ta famille tranquillement. Moi, j'arrive à la maison, de 8 h du soir jusqu'à 1 h du mat, je suis au téléphone. Alors oui, je fais ce que je veux, mais est-ce que je fais vraiment ce que je veux? Alors que celui qui fait son rent-en-plan et qui ronronne chez Rolex et qui finalement rentre à la maison à 17 h, il a le temps de jouer avec sa femme, de jouer avec ses enfants, il jouera plus tard avec sa femme. Parce que la tête est libre, il peut beaucoup jouer avec sa femme. Il sait vraiment passer du temps de qualité avec sa famille, c'est peut-être lui qui a raison aussi. Donc en fait, le côté de vouloir être entrepreneur, c'est bien, et c'est même très bien, mais dans l'économie mondiale, ne pas innover, ne pas avancer, c'est que tu recules. Nestlé a reculé. Toutes les banques suisses ont reculé. Regardez les néobanques. Des banques qui sont sorties il y a 3 ans valent plus qu'une banque qui a 100 ans d'histoire, ou 200 ans d'histoire, ou 1000 ans d'histoire. Parce qu'ils ont compris ce que les gens veulent. Ils ont compris que la technologie était nécessaire pour la nouvelle génération. Et très peu de gens arrivent à comprendre le moment de shifter. Parce qu'à un moment donné, moi je veux bien qu'il y ait des banques privées en Suisse et que l'économie on vit beaucoup de l'économie. Mais combien de temps ça va durer que tu vas payer, je ne sais plus combien de frais annuels pour faire un transfert de point A à point B qui te prend 48 heures pour arriver chez l'un à l'autre? Combien de temps? Aujourd'hui, chez les jeunes, ça n'existe pas. Moi, j'ai fait un transfert à mon fils, tous les mois, je lui donne l'argent de poche. Il me dit, pourquoi ça prend 24 heures? Je vais demander aux banques. mais en fait, ça n'existe plus. Mais ça n'existe pas. Lui, il s'envoie de l'argent avec son pote, je ne sais pas quoi, avec des trucs que je ne connais pas leur nom. Mais en fait, l'innovation, c'est quoi? C'est d'amener à ce que l'innovation qui réussit, c'est d'amener une innovation qui, au moment que toi, tu l'amènes, c'est celle que les gens recherchent. Ou que tu penses qu'il va venir, comme a fait Amazon, qui avait déjà vu et compris, d'ailleurs le marché aussi, d'ailleurs. Déjà, quand il perdait de l'argent, il valait déjà 10 milliards. Et personne ne comprenait. D'ailleurs, si vous regardez sur YouTube, vous tapez interview Amazon où il pose la question. Les gens comprennent pas. Mais pourquoi ça vaut de l'argent? Parce que ce qu'il a créé, l'infrastructure qu'il a créée était tellement importante et nécessaire que c'était impossible de pouvoir la rattraper. Oui, Bezos, il a été fort là-dessus. Ce chiffre dont tu parles, de nouveau, toi, tu viens d'une industrie différente. Tu parlais des diamants avant. Tu es parti vers l'immobilier. C'est à un moment donné un shift que tu as décidé de prendre, de faire. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce changement, toi? Est-ce que c'était justement le fait que tu t'emmerdais un peu et que tu voulais faire autre chose? Est-ce que c'était une opportunité? C'était quoi? Moi, j'ai commencé à travailler avec mon père tout de suite après l'école et j'adorais ce que je faisais. Et j'ai fait x15 le chiffre d'affaires de mon père. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 98, avec mon frère, il avait décidé de lancer cette marque pour une montre R9, avec Ronaldo à l'époque, le chauve. Une montre qui s'appelait Montega. Et on avait... en fait, on a cartonné.
Le dessin était incroyable, le marketing était incroyable. Et en fait, on s'est complètement planté parce qu'en fait, on a eu... Toutes les montres étaient commandées. Donc on a fait 25 000 montres, c'est quand même beaucoup moins. Et en fait, on a livré 1 an et demi trop tard. Donc, imaginez-vous, on est allé faire un roadshow avec Ronaldo. On est allé en Asie, aux États-Unis, un peu partout. Toutes les montres étaient commandées. C'était une série limitée de 25 000 montres. Et 1 an et demi plus tard, pour commencer à livrer les premières montres, les gens ont annulé les commandes. Et donc, on a dû mettre la boîte en faillite. Et donc, moi, pendant cette période, entre 2000 et 2003, entre 92 et entre 94 et 2000, j'étais le roi du monde dans le mode du diamant. Vraiment, c'était incroyable. C'était exceptionnel. Enfin, c'était fulgurant ce que j'avais réussi à faire, etc. Et puis arrive cet épisode où je perds de l'argent, où je perds confiance en moi, où mon père perd confiance en moi. Et je me retrouve là, avec mon père, à faire les cafés, quoi. Et où tu te dis, mais t'as plus ce je sais pas si vous faites du sport, mais parfois, tu as la balle qui passe tout le temps, et puis le lendemain, ça passe plus. Tu te dis, mais pourquoi ça passe plus? Et en fait, tu te frustres quand ça passe plus. Et en fait, je me suis senti attrapé dans cette... on parlait de confiance, où j'avais fait perdre la confiance, où j'ai perdu la confiance de mon père, des associés, de tout le monde. Donc, je ne me sentais plus à ma place. Et c'est là où en fait, complètement par hasard, je ne cherchais rien, parce que j'étais un peu perdu. T'avais quel âge, juste pour... 23. 23. Et, non, j'étais en 2000, non, j'ai 26. Et donc, avec mon frère, on s'est dit, mais comment on peut faire? Bon, on a fait un truc, on a gagné de l'argent. On a gagné 2 millions chacun. Et on s'est dit, maintenant on a un peu d'argent de côté. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis là, je jouais tout le temps au tennis à l'époque. Et je jouais dans ce club qui s'appelait le Bois Carré à Verrières. Puis c'était toujours vide. Toujours vide. C'est pas possible. Et il y avait tout autour que des villas. Et je pose la question à... Je sais pas pourquoi. Je dis, mais je sais pas, ça m'avait marqué en fait, ce truc. Donc j'appelle un pote à moi à qui je travaille beaucoup. Je dis, mais tu connais un architecte? Il me dit, oui, je connais monsieur tel. Je suis OK. Je vais voir le mec. Je dis, écoutez, monsieur, je joue au tennis là-bas, c'est toujours vide. Est-ce qu'on peut faire des villas? Oui, vous pouvez faire quelque chose. Ah bon, OK. Est-ce que vous pouvez me faire un petit plan financier? Il me dit, oui, bien sûr, on fait un plan financier, monsieur. Tout. 1 mois plus tard, il dit, monsieur, voilà, on a fait le plan financier. Moins 10 millions. Hein? Je comprends pas. Il me dit, ah non. Mais il ne savait même pas à quel prix j'ai acheté le terrain, on ne savait rien. Hein. Donc lui, il avait pris il est parti sur un truc que je comprends pas. Ce truc m'avait marqué. Et à l'époque, je travaillais avec un avocat qui s'appelait Feu Dominique Poncet, qui était un très très grand avocat à Genève, avec qui je m'entendais hyper bien. Il était très âgé, mais on s'entendait bien intellectuellement. Et un jour, je vais chez lui, je dis, mais maître, moi, vous avez un spécialiste de l'immobilier chez vous? Il fait, oui, bien sûr. Pourquoi? Il me dit, écoutez, il y a ce truc qui s'appelle le tennis du Bois Carré, et j'aimerais bien contacter les propriétaires pour voir s'il n'y a pas un truc à faire. Là, il se fige. Il me dit, mais vous êtes sérieux? Il me dit, pourquoi? Il me dit, les propriétaires sont dans la pièce à côté. Mais non. Incroyable. Et je fais, ah bon? Il fait, oui, c'est la famille X. Et en fait, leur fils était... un de leurs enfants a été tué dans le temple solaire à l'époque, là, à côté de Genève. Et en fait, à l'époque, l'étude faisait un sort de... Il regroupait toutes les familles pour faire une attaque commune. Il appelle le fils. Et puis, il me dit, voilà, monsieur Chatila, monsieur X, il s'intéresse sur votre terrain, etc. Il me dit, ah oui, mais le terrain, nous, on a un locataire qui a 50 ans de bail, qui était le fonds de commerce du tennis. Et moi, je dis, OK, mais c'est pas grave, mais est-ce que vous voulez vendre? Il me dit, oui, mais moi, j'ai peut-être signé une promesse à quelqu'un d'autre et tout, etc. Je dis, bon, voilà mon numéro, donnez-moi le vôtre, on reste en contact. Merci, Maître Poncet, etc. Le même jour, je vais chez un autre avocat qui était administrateur de 2 de mes sociétés que je venais de créer. Et je lui raconte, il me dit, je regarde, Christian, t'imagines le coup de bol, j'étais chez Maître Poncet, et tout d'un coup, il me présente ce monsieur et ça. Et puis là, il rigole. Mais qu'est-ce que t'as? Il me dit, qui tu crois qui est l'administrateur de la société de tennis? C'était lui. Mais non.
Je vous jure. C'est dingue, la vie est bien faite. Hein. Et donc, après, j'ai acheté le terrain, j'ai acheté le club. Et donc, j'ai trouvé un autre architecte qui, lui, m'a dit il y a peut-être 10 millions à gagner. Plus 10 millions. Moi, attends, j'ai pas fini. Plus 10, alors j'achète le terrain, j'avais mes 2 millions, donc j'ai utilisé ces 2 millions comme fonds propres pour tout faire. Et à l'époque, la banque finançait 100% de la construction parce que le plan financier était bon et tout. Et finalement, on a obtenu plus de densité, j'ai gagné 22 millions. Donc, et c'était mon projet. C'est sympa comme truc, l'immobilier. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai fait un premier projet, deuxième projet, troisième projet. Mais en fait, c'était complètement par hasard. Tu parlais justement, il y a eu les diamants, tu as parlé des montres, après l'immobilier. Tu es passé d'industries différentes. Je ne t'ai pas parlé de la loterie panafricaine. Alors justement, il y en a d'autres. Partie des mines en Afrique, je ne t'ai pas parlé voilà, il y en a d'autres, de l'industrie pharmaceutique en Argentine. C'est quoi ta réflexion ou ta manière de réfléchir quand tu arrives dans un truc que tu ne connais absolument pas? Je sais pas, les montres, tu connaissais, je sais pas, mais tu connaissais peut-être rien en montres. L'immobilier, comme tu dis, t'es arrivé dedans, c'était pas forcément quelque chose que tu as étudié avant, etc. Comment tu réfléchis dans un truc que tu comprends pas ou que tu connais pas? Est-ce que tu vas parler à un maximum de gens qui sont dans le domaine? Est-ce que tu lis des livres? C'est quoi ta manière de réfléchir quand tu débarques dans une nouvelle industrie? Alors, toutes les bases du business sont les mêmes pour tous. Il n'y a pas de règles différentes. Il faut construire pas cher et vendre très cher, en gros. Ou avoir quelque chose que les gens ont besoin ou que les gens veulent. Donc, à partir de ce principe, après, c'est une question d'offre et de demande et de gestion des coûts. Là où moi, je réfléchissais, c'était toujours basé sur un premier contact humain qui m'a présenté l'idée ou qui m'a présenté l'histoire, et deux, qui était basé sur quelque chose qui me paraissait logique et cohérent. Et après, c'est une question de taille d'investissement. Je veux bien, mais si je pouvais mettre 1 million, je ne peux peut-être pas mettre 10. Si je pouvais mettre 10, je ne peux pas mettre 100. Donc, il y a aussi la possibilité. Et puis, le timing de l'investissement. Parfois, tu as des creux dans ta liquidité, parfois, tu n'as pas de creux, etc. Et moi, je n'ai jamais pensé à la liquidité parce que j'ai toujours cru que si tu avais un truc qui était bien, tu peux toujours trouver de l'argent. Ou je vendais un actif je faisais un arbitrage, en fait, si tu veux. Je vendais mes micros pour acheter des casquettes et je vendais les casquettes pour faire les tableaux. Enfin, j'ai beaucoup travaillé dans l'arbitrage. Et en fait, j'ai adoré faire ce que j'ai fait, mais sur un point de vue financier, c'est un échec total. C'est un échec total parce que j'avais tellement d'investissements qui étaient faits d'une manière émotionnelle qui, en fait, ont manqué de réflexion au niveau de la stratégie d'achat. Je ne parle pas de l'acquisition elle-même. Quand tu fais une stratégie d'achat, c'est là où tu te protèges, où au lieu de faire un investissement tout d'un coup, tu le fais par étapes, ou au lieu de faire des investissements directs, tu peux faire des prêts convertibles, où tu prends un peu plus de temps pour étudier, où tu mets des KPI, des milestones aux équipes. Et en fait, pour moi, tout ça ne comptait pas, n'a jamais compté. J'étais beaucoup trop macro, alors que j'aurais dû être beaucoup plus micro dans les décisions au niveau de comment opérer l'investissement initial. Je te parle toujours de l'initial, après ce qui se passe, il se passe. Et là, j'ai fait beaucoup d'erreurs, pour ne pas dire quasiment toutes les erreurs, parce que ça a été trop facile, parce que j'y croyais, ok, et puis comme j'ai toujours gagné de l'argent, c'était pas vraiment, ça n'a jamais été vraiment un souci. Mais là où j'ai toujours essayé d'investir, c'est là où je pouvais être d'une valeur ajoutée. J'ai toujours essayé j'ai jamais voulu faire un truc, alors j'ai jamais donné de l'argent à tiers à gérer, j'aurais gagné beaucoup plus d'argent, et j'aurais jamais voulu ne pas être une voix prépondérante dans la société. Même si économiquement je ne l'étais pas, mais en tout cas au niveau de décision. Parce que c'est ça qui m'intéresse. En fait, ce qui m'intéressait, c'était de faire partie de cette aventure, de comprendre cette aventure, de pouvoir dire « Ah, mais pourquoi faites pas comme ci, faites pas comme ça ?» Et puis le fait de faire beaucoup de choses m'a donné une force que très peu de gens ont. J'ai une vision extrêmement multilatérale de tous les risques, de tous les problèmes et de plein de situations, puisque j'étais... je sais pas, des milliers d'employés, des centaines de sociétés dont j'étais propriétaire, de plein de domaines. Donc forcément, quand tu me parles de quelque chose, c'est rare que je ne puisse pas voir déjà où est-ce qu'il va y avoir une faille. Enfin, plutôt plus maintenant qu'avant, hein, mais plus j'évoluais dans cette manière de faire, et plus ça m'a permis d'avoir un partage. Donc j'ai voulu toujours faire partie
de cette valeur ajoutée à un moment donné, de la réflexion, de la stratégie. Et c'est ça qui me plaisait, c'était d'être dans des domaines par exemple, je fais beaucoup de medtech et de medtech et de biotech. Moi, je voulais comprendre comment ça marchait, je voulais comprendre pourquoi ça c'est mieux que ça. Et c'est ça qui m'intéressait beaucoup plus en fait, et toujours avec l'espoir de devenir milliardaire, parce que sinon, si on ne se fait pas rêver, bah, tu ne le fais pas le truc. Et c'est là où tu te plantes en fait. Et les gens qui ont réussi dans ces domaines d'investissement ont toujours été beaucoup plus structurés, beaucoup plus froids. Et il n'y avait pas le FOMO. En fait, le pire truc que j'ai eu dans ma vie, c'est le FOMO de rater des deals. Le FOMO de ne pas tout faire. Et c'est ça l'échec de l'entrepreneuriat, de serial entrepreneurial, où en fait, tu te focalises sur c'est une bonne opportunité, je veux la faire. Mais en fait, il faut laisser partir des deals. Il faut ne pas tout faire. Il faut accepter de donner tes conditions et de vraiment walk away si ce n'est pas de conditions qui sont faites là. Et moi, je suis trop dans le truc, non, mais je le veux vraiment. Et malheureusement, dès que tu le veux vraiment, tu as déjà... Les fondations sont fausses. Trop d'émotions qui rentrent dans la décision. C'est faux. Ouais. Tu ne pourras jamais... C'est comme quand tu es gamin ou pas gamin, quand tu es vraiment une meuf, et tu dis, ah non, mais tu vas être con. Tu l'auras pas. Tu vas être... tu vas trop faire, pas assez faire, et tu vas pas être toi-même, en fait. Alors que, oui, elle est mignonne, bon... moi, je suis comme ça, je ne vais pas changer mon caractère. Bah, la relation, si elle se crée, elle va être vraiment saine. Alors que si tu perds 20 kilos, tu te mets une perruque et tu commences à rouler en Ferrari parce que tu veux l'attirer, bah, ça ne va pas être toi en fait. Le soir, tu vas enlever la perruque. Quelques ans plus tard, tu vas reprendre tes 20 kilos. Et puis finalement, tu rentres un peu dans la Ferrarouze. Donc en fait, il faut toujours en fait faire ce que, en tant qu'entrepreneur, bah, moi je faisais ce que je voulais parce que j'avais les moyens de le faire. Mais aujourd'hui, avec le recul, ce côté émotionnel, c'est ce qui m'a fait perdre le plus d'argent. Mais c'est ce que j'ai le plus aimé. C'est-à-dire que je peux écrire des livres et des livres et des livres d'histoire dans différents domaines. Et j'ai appris tellement de choses. Et je dis, c'est mon Harvard à moi. Moi, je n'ai pas fait d'Uni, mais moi, je peux m'asseoir à n'importe quelle table, de n'importe quel dîner, avec n'importe quelle industrie, et je peux parler avec eux. Et c'est ça, et c'est assez enrichissant. Et ça m'est arrivé dans des tables, dans des galas ou des trucs, où il y avait 4 mecs dans 4 domaines. Et j'ai pris les 4 cartes et j'ai fait des business avec les 4. Et donc, en fait, c'est très enrichissant au niveau intellectuel, mais c'est pas du tout encourageant. Et je n'encourage pas les gens à faire comme ça parce que c'est pas ça le vrai secret d'être entrepreneur. Le vrai secret d'être entrepreneur, c'est aussi de faire les choses d'une manière raisonnée, calme et au terme que toi te convienne. Tu deviens meilleur là-dedans ? Tu arrives à mieux comment tu dis, à pas céder au FOMO de mieux en mieux ou c'est toujours aussi difficile? Non, vu qu'on a eu des difficultés financières, j'ai pas trop le choix. Et les problèmes de liquidité, sans cash, c'est un peu difficile d'aller investir. Mais c'est aussi le ras-le-bol de te faire avoir tout le temps. En fait, mon plus gros souci, c'est que moi, je délègue énormément. Et quand j'investis des boîtes ou quand je crée des boîtes, parce que j'ai créé beaucoup de boîtes aussi, hein, je n'ai pas juste acheté des boîtes, tu donnes à quelqu'un la gestion. Mais moi, je donne et puis je te vois dans 3 ans, quoi. Et je me suis fait niquer tellement de fois. C'est juste pathétique. En fait, c'est ma faute parce que c'est quand tu donnes trop à quelqu'un, c'est trop facile, quoi. Il veut augmenter son salaire, il se la fait, personne ne lui dit rien. Et en fait, le contrôle financier, le contrôle légal n'ayant pas été mis en place parce que c'était justement fait un peu... En fait, c'est une multitude de startups dans une grande startup, si tu veux. Donc, c'était un peu compliqué à mettre les règles en place. Mais c'est ça qui a fait que les gens ont pu profiter de la situation, volontairement ou involontairement. Et c'est là où tu commences à perdre de l'argent, quoi. Et comment tu fais, toi tu disais plusieurs centaines d'entreprises, 1000 employés, le fait de voir des opportunités partout. Comment tu passes ton temps? Parce que nous, on se pose toujours la question, le côté, la différenciation entre le focus... est-ce que je dois focaliser sur un truc, le faire très très bien, ou est-ce qu'au contraire c'est mieux de se diversifier, de faire plein de choses? Est-ce que c'est bien d'avoir un équilibre entre les deux? Mais toi, tu passes comment ta journée? C'est quoi une journée typique? C'est simple. Statistiquement, les gens les plus riches du monde n'ont fait qu'un seul truc. Les plus grosses boîtes du monde ou les plus gros propriétaires de sociétés n'ont fait qu'un seul truc. C'est statistique, hein. Il n'y en a pas beaucoup qui, comme moi, ont tout fait et tout gagné. Mm-hmm. Au Moyen-Orient, et en Asie, il y a beaucoup la culture de rajouter des activités dans une holding. Par exemple, pourquoi? Parce que les gens qui sont proches du pouvoir
ou proches du gouvernement ou qui avaient déjà une certaine taille, ben, ils ont historiquement acheté des pôles bancaires, industriels, etc. Donc, en Asie et au Moyen-Orient, c'est très, très commun d'avoir quelqu'un qui avait énormément d'activités. Mais ce n'est pas des activités qu'il a commencé, enfin, sauf, peut-être oui. Mais ça a toujours été très évolutif, mais ça a toujours été lié à une situation politique bien précise. Mais tu n'as pas ça dans les mondes occidentaux. Parce que, si, admettons qu'il y avait un monsieur Renault dans certaines années, prends le cas d'Agnelli, chez Fiat, il était énorme chez Fiat, mais il n'a jamais pu faire du télécom aussi, il n'a jamais pu faire du bancaire. Il aurait pu, mais c'est pas parce que tu as de l'argent que tu peux le faire. Il y a quand même des régulations, il y a quand même des règles. Dans les autres pays, il n'y a pas de règles, en fait. Et donc, moi, je suis parti, comme je suis un peu du Moyen-Orient, un peu. Donc, en fait, j'ai dû avoir sûrement dans mon sang un sort de cette envie de créer quelque chose. Mais moi, c'est toujours parti. Moi, j'ai jamais fait des investissements qui étaient partis juste sur le principe de. Je n'ai fait très peu, qui étaient que mono-idée. Moi, j'ai toujours fait en partant d'une idée globale et qui en fait, je suis passé par en bas pour monter en haut en disant voilà où je veux arriver. Donc, dans l'immobilier, par exemple, à un moment donné, j'ai créé une holding que je l'appelais Vertical Holding, où je me suis dit, bon, je vais acheter des carreleurs, je vais acheter des cuisinistes, je vais acheter des machins, parce que j'ai dû tout avoir. Et après, j'ai tout de suite réalisé que ça ne sert à rien. C'était de services qui perdent de l'argent, enfin, qui n'en gagnent pas en tout cas. Ouais. Avec moi, on perd, mais en général, tu ne gagnes pas trop. Et que ce n'est pas de la valeur ajoutée. Et quand tu veux être un entrepreneur à succès, tu dois te concentrer sur là où il y a de la vraie valeur ajoutée. Et c'est là où tu fais la différence. C'est là où tu peux gagner plus, ou c'est là où tu peux vraiment être la personne qui, entre plein d'autres, tu feras la différence. Et comme par exemple maintenant, moi j'ai décidé de faire que de la promotion, parce qu'il n'y a que là qu'il y a de la vraie valeur ajoutée. Et c'est là en plus je suis très bon. Et c'est là où j'ai historiquement gagné de l'argent. Donc j'ai vendu la régie, j'ai vendu l'entreprise générale il y a quelques années, j'ai vendu la société de courtage immobilier, enfin j'ai tout vendu, tous les services, même le courtage, que pour me concentrer sur la promotion. Et pour être le meilleur, le plus gros promoteur suisse. Et pourquoi? Parce que j'y crois qu'il y a une place à prendre là-dedans, parce qu'il n'y a pas un acteur de cela. Comme c'est quelque chose que je maîtrise et comme c'est quelque chose qui est extrêmement porteur, maintenant j'ai envie de faire que ça. Si moi j'avais pris tous mes bénéfices que je fais dans les promotions et je restais là-dedans, j'aurais beaucoup d'argent. Et en fait, tout l'argent les gagnants que j'ai gagné, j'ai fait plein d'autres trucs qui m'ont énormément enrichi, intellectuellement, et enrichi humainement, mais qui ne m'ont pas forcément enrichi financièrement. Et même s'il y a eu beaucoup d'aventures, j'ai gagné beaucoup d'argent. Mais au parallèle de ce que j'ai pris là et j'ai mis là, j'ai perdu. Et puis j'ai un ami qui m'a dit, Abdallah, le secret de la réussite, c'est le compounding. Tu sors de l'argent d'un business, tu tues le business, en salaire, en dividendes ou en investissement externe. Tu dois laisser l'argent grandir, l'argent que tu gagnes dans la boîte, tu laisses grandir dans la boîte et la boîte va grandir beaucoup plus vite. Et moi, j'ai fait exactement tout le contraire, où j'ai nettoyé, si tu veux, les bénéfices effectués dans les boîtes immobilières pour les mettre ailleurs. Et ça, c'était le vrai échec de ma carrière, ayant eu une activité qui était très bonne pour moi, ne pas lui avoir rendu un peu plus, si tu veux, dans ce domaine-là. Mais bon, après, tu apprends, tu fais, etc. Mais peut-être le fait d'avoir tout avoir été trop facile pour moi ne m'a pas aidé. Parce qu'en fait, quand tu as de l'argent qui vient facilement, tu fais des trucs. Après, tu prends la grosse tête aussi. Tu penses que tu peux tout faire. Tu penses que les choses sont faciles. Et c'est vrai qu'il y a toujours cet épisode dans la vie qui te boum, qui te donne un coup de massue ou un truc auquel tu ne t'attendais pas. Et moi, je suis tellement diversifié que je me suis toujours dit, mais je m'en fous si une boîte ne perd d'argent, j'en ai tellement. Et c'est vrai. Et d'ailleurs, je suis toujours là. C'est grâce à cette diversification que si je suis toujours là aussi. Donc, de l'autre côté, c'est vrai que même si j'ai beaucoup perdu de valeur, mais c'est quand même des activités qui ont gardé une certaine valeur qui m'a permis quand même de récupérer quelque chose. Mais vraiment, si toi, tu veux dire à quelqu'un, sois le meilleur et essaie de comprendre. Il y a un tableau que j'ai vu sur Internet où on comparait un pays occidental, on parlait des 15% d'impôts. Par exemple, aux Émirats, où il n'y a pas d'impôts. Donc, la même boîte qui gagne la même chose, t'enlève 15% par an et une autre où tu n'enlèves pas 15% par an. Donc, tu doubles chaque année. Donc, tu commences à 1000 francs.
Donc déjà, l'autre, il commence tu commences pas à 1000, il commence à 850. Et l'autre est à 1000. Donc, l'autre arrive à 2000. L'autre arrive à 850 fois double, ça fait 1007. Moins 150. Moins 150, tu arrives à 1005. Donc déjà, la deuxième année, 2000, 1005. 15% d'impôt. Et fais ça sur 20 ans. Ouais. Les 1000 balles européens sont 80 000, je crois, ou 85 000. Doublés chaque année. Hein. L'autre est à 1,8 million. En commençant par 1000 balles. Ouais. C'est ça le compounding. Et en fait, on ne se rend pas compte et on ne réalise pas assez combien c'est important de faire attention aux frais, de faire attention à garder le maximum de bénéfices pour que justement tu puisses profiter de ce compounding. Tu as parlé avant des moments difficiles, des moments de problèmes de liquidité, etc. ou autre. Comment c'est quoi comment on appelle ça, ta petite voix dans ta tête? Tu réfléchis à quoi dans ces moments-là? Comment tu deals avec ces moments-là, toi? Est-ce que tu arrives à faire... Toute ma vie, j'ai manqué de liquidité. Parce que j'ai toujours trop fait. J'ai pas un sou... Peut-être 3 mois dans ma vie où j'ai eu 200 millions sur un compte. Mais j'ai toujours manqué de liquidité. Toujours. Donc le manque de liquidité ne m'a jamais posé un problème. Ce qui a posé un problème, c'est un manque de liquidité récurrent où tu es obligé de vendre des choses pour pouvoir payer des choses. C'est pas pareil. C'est-à-dire que quand tu as une situation où tu as beaucoup d'actifs et tu es... Moi, mon patin, j'ai toujours été en retard avec les paiements. Toujours. Parce que naturellement, je n'ai pas une banque. Enfin, non, oui, mais je n'utilise pas. Mais ce n'est pas que tu peux accéder à l'argent tout le temps. Donc forcément, quand tu veux toujours acheter, tu seras toujours en retard, sauf si tu es un génie. Ce qui est bien et pas bien, parce qu'en fait, après, bon, si les gens savent que tu es en retard, c'est pas grave. Mais là où il y a un problème, c'est quand tu n'arrives plus à payer. Parce que tu n'arrives plus à vendre. Et là, typiquement, quand tu as des actifs qui ont perdu de la valeur. Et nous, les problèmes ont commencé quand on avait investi 120 millions, 140 millions dans l'hôtellerie, restauration, dans tous les services à Genève, et qu'il y a eu le Covid, ça ne valait plus rien. Tout d'un coup, oui, j'avais 60 millions de dettes, mais au début, j'avais 120 millions d'actifs, donc tu te dis, t'en fous. Sauf que les 120 valaient plus que 30. Mais comment tu peux croire qu'à un moment donné, ça baisse 4 fois? Ouais, c'est clair. Tu peux pas, si tu le fais, c'est que tu deviens genevois. Tu ne peux pas te mettre dans une situation où tu commences à douter sur chaque action que tu fais. Et en fait, la multitude de problèmes qui s'additionnent en prenant pas des décisions drastiques, t'amène à avoir une situation à laquelle j'ai été, un très gros problème de liquidité. Et c'est là où tu passes le cap entre acceptable et pas acceptable, entre logique ou pas logique, si tu veux. Mais moi, je travaille beaucoup dans ma tête, beaucoup de statistiques, beaucoup de théories, beaucoup d'expériences vécues. Donc, mais la série de trucs négatifs arrivés, elle est juste hallucinante. C'est impossible de la planifier. Impossible. Ouais. C'est j'ai tellement d'énigmes, tellement de petites histoires, de choses qui sont arrivées comme ça. Mais déjà, une d'entre elles est impossible. La série de 2 est encore plus impossible. Une série de 4 d'affilée, c'est statistiquement mortellement impossible. Et ça m'est arrivé 10 fois. Tu peux nous en raconter une, peut-être, au moins, d'anecdote comme ça, d'un truc complètement absurde qui t'est arrivé où tu te dis, l'achat de la banque. J'achète la banque, c'était un coup de malade et tout. Tout d'un coup, moi, Libanais, émigré, j'arrive en Suisse, avec une fortune, mes parents, d'accord, mais arriver à un statut de pouvoir être accepté par la FINMA pour acheter une banque, été vérifié par les autorités américaines, tout le monde, pour moi, c'était un succès. Pas du tout financier, c'était vraiment un succès social, réussite humaine, etc. Le lendemain, toutes les banques m'appellent et me disent, Chetila, on ne veut plus de vous comme client. Je dis, pardon? Ah ben non. Maintenant, vous êtes un banque, vous êtes une autre catégorie de risque. Et en plus, vous achetez une banque qui était détenue par des Russes et vous avez payé des Russes. Donc, nous, on ne veut pas ce risque. Mais je ne comprends pas. Et donc, moi, j'avais 1 milliard de lignes de crédit avec des banques. 1 milliard.
merci monsieur, non seulement, alors ça c'est la première étape, j'avais une banque suisse, une très grande banque, pour ne pas citer, qui n'existe plus, qui m'avait fait une offre pour refinancer mon groupe avec la question, le jour que vous êtes propriétaire de ça, on vous refinance tout le groupe d'un coup. Comme ça, vous n'avez plus que nous comme partenaires, puisque vos bilans ont augmenté de 500 millions, nous, on vous prête 700 et tout. Donc, non seulement, premier truc impossible à croire, c'est que toutes les autres banques me disent au revoir. La banque qui me soutient depuis 30, 40, 35, 30 ans, qui me dit non seulement on ne peut plus te soutenir, mais en plus, il faut que tu nous rembourses l'argent et on ne pourra pas te prêter l'argent que tu veux. J'avais un engagement avec mon partenaire qui, comme s'est fait gratuitement 80 millions, juste en présentant le deal de la banque. Quand je lui devais de l'argent, je lui dis, donc troisième truc improbable, écoute, je te paye la moitié maintenant, la moitié après. Il me dit, ok, pas de problème, t'inquiète. Et au lieu de me dire, de vraiment pas devoir m'inquiéter, il va et m'utilise un billet à mordre en me menaçant de mettre en faillite. 3 trucs d'affilée. Et je me retrouve au 4e mauvaise surprise. On découvre que les sanctions américaines qui ont été levées, qui nous ont permis d'acheter la banque, avaient été levées que partiellement parce que les avocats et les gouvernements américains avaient oublié d'enlever une sanction supplémentaire qui était sur une liste OFAC. Et en fait, nous, on n'aurait jamais pu acheter, ni par les autorités suisses, ni par personne, si on n'avait pas le papier qui dit « vous êtes hors sanction ». C'est logique, hein, ouais, sauf qu'ils ont oublié, sur un site internet, je rigole pas, d'enlever Sberbank Suisse de la liste d'une sanction qui n'avait rien à voir. 2022, c'était les sanctions de 2014, de l'invasion de la Crimée. Donc là, je me retrouve, plus de banque qui veut bosser avec moi dans l'immobilier, des dettes que je vais résoudre, enfin les problèmes des sociétés de services que j'avais du mal à vendre, ou en tout cas pas au prix que je voulais, les banques, l'histoire de l'OFAC, mon partenaire qui me dit maintenant, si tu ne fais pas ce que je te dis, je vais te foutre en faillite, machin bidule, une série de 4 choses après l'autre. Et j'arrive là, mais je me dis, mais c'est pas possible. C'est lundi matin, allez. Et c'est pas fini. Non, mais c'est pas fini. C'est dingue. Et là, les avocats disent, vu que c'est juste un truc sur Internet, en 2 mois, c'est levé. 20 mois pour la levée de ce putain de truc de site Internet. Et comme maintenant, les gens savent que tu as un truc de la sanction, la banque, il y a 500 millions de capital qui doit me cracher 50 millions par an, m'a craché combien en 2 ans, en 3 ans? 0. Parce que comme on avait la sanction, on ne pouvait pas bosser, donc on n'avait pas le dollar, personne nous donnait des liquidités, on travaillait qu'avec nos fonds. Mais les gens ne réalisent pas. C'est impossible d'avoir tout ça. Et je ne raconte même pas les petits détails, de chaque. Au milieu de chaque truc. Et en fait, j'ai dû vivre avec une situation qui était compliquée. Et arrive décembre 2022, les taux d'intérêt qui montent, le marché des capitaux qui meurt, en fait. C'est quand il y a eu la faillite là, de la banque américaine, je ne sais plus comment elle s'appelle, là, qui finançait d'ailleurs toutes les startups et tout. Comment il s'appelait? Ouais, Sam Bankman, je ne sais pas quoi. C'est pas Sam Bankman. Mais... Ouais, bref. Et en fait, tout arrive en même temps. Le financement de l'équité des entreprises meurt, les taux d'intérêt montent. J'avais besoin de refinancer et j'ai dû me refinancer à 20%, ou à 15%. Et donc, tout d'un coup, tu avais des dettes, tu étais habitué à 0,5 de marge, 0,8 de marge, 1 de marge, et là, tu te retrouves à 20%. Et ton associé qui te facture 15%. Et tout ça en même temps. C'est pas mal, non? Une belle année. Et tu as réussi à t'en sortir quand même. Bah oui, mais ce qui est... En fait, la résilience, évidemment, c'est un secret de tout, mais c'est très compliqué de comprendre comment on est arrivé là. Et en fait, moi, je dis toujours aux gens, dans n'importe chose que tu fais, la leçon numéro 1 avec l'échec, c'est de pas regretter pourquoi tu as fait la chose quand tu l'as faite, parce que quand tu l'as faite pour des bonnes raisons. Mais personne n'a une boule de cristal. Je ne savais pas ça. Et donc, en fait, par rapport à cette anecdote, mais dans des choses beaucoup plus faibles, plus petites, mais j'en ai beaucoup comme ça. Ouais. Et en fait, mais en fait, ça me touche beaucoup, évidemment, financièrement, et c'est compliqué. Mais j'ai toujours eu cette force en moi qui m'a toujours tellement donné confiance en moi, où en fait,
j'ai tellement eu toujours une bonne étoile avec moi. Et l'histoire de la bonne étoile, mais je peux vous en raconter des centaines d'histoires. Où physiquement, j'aurais dû être mort, ou économiquement, j'aurais dû être mort, etc. etc. Et c'est vrai que c'est un peu où tu te prends un peu pour... pas intouchable, puisque la preuve était, j'ai été touché plein de fois, mais en tout cas, pas facile à tuer, quoi. Et d'ailleurs, mon associé d'américain, là, le FDP de service, il m'a toujours dit, mais t'es pas un chat, toi, t'es une famille de tigres, tellement t'as de vie. Parce que même lui a essayé de me tuer tellement fort, ça n'a pas marché. Je ne comprends pas, en fait. C'est pas possible, tu rebondis. Et en fait, je pense que l'argument que j'ai, c'est vraiment la bienveillance que j'ai toujours eue envers beaucoup de gens, en fait. Et la bienveillance, le fait d'avoir toujours été honnête. Et je rappelle un truc, si avec tout ce que j'ai eu, tout ce qu'on a dit sur moi, si je n'étais pas honnête, je peux dire que ça aurait été très facile de me flinguer. Et il y a bien un truc où j'ai appris très tôt dans ma vie, ne finis jamais en prison. Parce qu'en fait, la limite de ce qui est acceptable, la loi, tu peux toujours te dire, ouais, bon, mais c'est pas grave et tout. Mais en fait, j'ai jamais franchi cette ligne. Et ça, c'est le secret de la vraie réussite. Quand tu es dans une situation de difficulté, de ne pas passer la tentation de se dire, ah, mais si je résous mes problèmes. Parce que là, c'est fini. Et c'est là où c'est dur, en fait, pour quelqu'un, parce que avec tout ce que je sais, tout ce que je connais, tous les gens que je connais, passer la limite, c'est quelque chose qui était possible si je voulais le faire. C'est facile, d'une certaine manière. C'est jamais facile, mais en tout cas faisable. Elle est là, c'est elle est à la main. Ouais. Et en fait, c'est comme, voilà, t'es marié, t'habites dans une ville étrangère, et tout d'un coup, t'es bourré, la fille en face de toi est bourrée, bah, passer le cap est très, très facile. Ce qui est dur, c'est de résister. Et en fait, dans le business, c'est très important de pouvoir résister et de ne pas franchir ce cap parce qu'il n'y a pas de point de non-retour. Et c'est là où les gens ont du mal à comprendre. En fait, ce qui m'attriste, c'est qu'ils ne comprennent pas en fait tous les efforts qu'on a fait dans le groupe pour pouvoir payer tout le monde, régler tout le monde et toujours tenir ce cap d'honnêteté. Et qui, pour moi, est évidemment primordial. Ça a l'air facile de le dire, mais qui est primordial dans la vie d'un homme d'affaires. Et en fait, cette bienveillance que je parlais, c'est que j'ai toujours continué à essayer d'aider l'autre. J'ai jamais changé, en fait, dans ma manière de faire, à part que j'ai dû arrêter de faire des dons. On a quand même fait plus de 20 millions de dons à travers notre fondation Sésame en 10 ans à Genève. Et c'est vrai que un des trucs qui était très dur pour moi, c'est que j'ai dû arrêter de faire des dons. C'est très, très difficile pour quelqu'un qui aime donner, qui aime aider. Ben, je ne pouvais plus. Je ne pouvais pas ne pas payer les charges sociales et puis donner des dons ou ne pas payer des trucs en retard et payer des trucs. Donc ça faisait 3 ans que la fondation a arrêté de donner des dons. Et ça, c'est très, très dur pour moi parce que c'est quelque chose qui, me faisait très plaisir. Et puis, comme moi, j'ai rencontré déjà même ce tissu social économique qui m'a fait comprendre ce qu'était le vrai Genève, etc. C'est ça qui me manque peut-être le plus dans cette vie, ce que j'appelle facile de dons, de donner, etc. Tu as un peu 2 super pouvoirs. Ça veut dire qu'on a parlé de résilience et on a aussi parlé du fait de voir les choses en grand. C'est quelque chose qui, moi, m'a toujours passionné. Tu vois, par exemple, l'exemple que je me suis noté, c'est le Covid avec l'histoire des masques. Où je me rappelle, le Covid est arrivé et même moi, je me suis dit, des masques, c'est intéressant. J'ai fait venir 3 cartons. Toi, tu as fait venir 10 avions. J'ai pas pensé assez grand. Comment je fais pour changer? Moi, j'ai perdu 70 millions. Toi, tu n'as pas perdu 70 millions. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est comment est-ce que tu fais pour parce qu'on dit de nouveau, c'est passer un peu, c'est porter la chemise rouge, tu sais, c'est passer juste un peu à l'étape d'après. Pour pousser un tout petit peu plus le truc et voir un tout petit peu plus grand. Parce que sinon, tu stagnes à l'endroit où tu es. Après, ok, tu peux te planter et puis c'est une autre discussion. Mais comment tu fais pour voir plus grand, un petit peu plus grand? Je vais dire un truc très présomptueux. Mais je me suis jamais trompé de cible. Je me suis jamais trompé de timing de cible. Là où je me suis planté, c'est toujours sur l'opérationnel. Donc, même pour les masques, par exemple, pour d'autres choses que j'ai faites, j'ai toujours vu juste, en fait. C'est l'opérationnel qui m'a toujours tué parce que je ne suis pas un opérateur. Je ne suis pas un opérateur qui sait compter. Moi, pour moi, un collaborateur vient chez moi et me dit, écoute, j'ai besoin d'une augmentation, fais ce que tu veux. J'ai jamais compté. Aujourd'hui, j'en paye très très cher les conséquences. Parce que juste avec ce que j'ai perdu, en n'ayant pas compté, aurait suffi à
à ne jamais avoir eu un franc de problème. Juste cette partie-là. Hein. Et pourquoi je te dis ça? C'est parce que j'ai toujours vu juste, en fait, j'ai jamais eu peur. Et je me rappelle encore exactement comment ça s'est passé durant le Covid. Moi, je venais de faire ma dernière acquisition le 15 février. Je venais de poser 105 millions à une acquisition que j'avais faite. 2020 donc. 2020, ouais. 15 février. Et je crois qu'on était à 800 collaborateurs. Tout était nouveau pour moi. Toutes les sociétés de services étaient nouveaux pour moi. Et je vous explique pourquoi j'ai fait société de services tout après ça. Et là arrive le Covid et on parle de lockdown. Moi, la première chose, de manière très égoïste, je dis putain, mais qu'est-ce que je vais faire? Et je me dis, comme tout le monde, personne ne comprenait rien. Hein. Je ne vois pas si vous vous rappelez encore les anecdotes. L'aéroport de Chine commençait à être fermé. Tu sais, ça fait est-ouest. C'était un peu comme un rêve, en fait, si tu veux. Moi, j'étais à Megève. On annonce le lockdown. On doit quitter Megève parce qu'il disait qu'à Genève, tu n'avais plus le droit de sortir, je ne sais pas quoi. On était avec un groupe de potes, on était 10 couples, 6-7 couples chez moi à la maison à Megève. Et on quitte Genève le lendemain, je commençais à tousser. Et j'arrive et j'étais testé positif. Et là, on cherche des masques, il n'y a pas de masques. On cherche des tests, il n'y a pas de tests. Je me dis, mais ils sont fous dans ce pays, pourquoi on n'a rien? Et là, comme j'ai dit avant, moi j'ai investi dans tellement de choses, dans tellement de pays. J'ai appelé mon pote, 2 potes en Chine. J'ai dit, est-ce que tu sais, est-ce que je peux acheter des masques? Il me dit oui. Et c'est comme ça que ça a commencé en fait. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que je dois acheter comme masque? Maintenant, on les connaît tous par cœur, mais à l'époque, on ne comprenait rien. Et donc, j'ai engagé un médecin qui m'a expliqué le type de masque. Et après, j'ai commencé à dire, il faut acheter beaucoup. Et j'ai vu que personne n'avait des masques. Et j'ai dit, on a besoin de beaucoup de masques. Et là, je parle avec Podja, qui à l'époque était le ministre. Il me dit, on a besoin de 30 millions de masques. Donc moi, lui, il a besoin de 30 millions de masques. C'est facile, hein, c'était 3 masques par jour à l'époque. Tu te rappelles, il ne faut pas les garder plus de 4 heures. Je vois toutes les conneries qu'on avait entendues à l'époque. Blablabla. Et puis je vais commander 50 millions de masques. Et j'avais du cash. Donc je suis allé et j'ai payé en avance les masques. C'est pour ça que j'ai eu les masques avant tout le monde. Pas parce que je suis beau. Parce que les gens, comme ils avaient peur des Chinois, etc., moi, je suis parti d'une réflexion très pragmatique. Je vais acheter des masques que des sociétés para-étatiques. Ils ne vont pas merder lors du Covid, ils vont pas se machin. Et 2, il y avait des listes de sociétés qui étaient acceptées. C'était forcément les para-étatiques, parce que c'est celles qui étaient connues. Et je vais au début le faire que pour servir Genève, pour que Genève ne soit pas en lockdown, pour que mes sociétés de services ne soient pas plantées à la base. Et j'ai jamais voulu gagner de l'argent, jamais voulu rien faire. Puis comme la plupart de mes collaborateurs n'avaient pas le droit de bosser, on est nombreux, donc on va tous se mettre ensemble pour travailler et vendre les masques. Et donc c'est là où je suis allé très vite parce que j'ai payé en avance. Il fallait avoir les couilles de mettre 20 millions d'avance à des Chinois qui s'appellent tous des Xin Zhangzun, parce que personne ne connaît personne, quoi, tu vois. C'était un risque, mon risque était surtout lié à ça. Je reçois les masques, tout le monde, la première fois, c'était hallucinant. C'était... C'est pas possible, j'ai jamais vu ça de ma vie. On était submergés de demandes. Même les gars qui me détestent, c'était devenus mes meilleurs amis, etc. D'ailleurs, on a reçu plusieurs emails de remerciements de très grosses sociétés suisses qui m'ont dit que sans moi, sans nous, ils n'auraient pas pu continuer à exploiter leur business parce que sans masque, tu ne pouvais pas ouvrir. Et là, l'erreur que j'ai faite, c'est que je dis, mais laisse-moi recommander un deuxième val de masque, parce que tout s'est bien vendu, etc. Et évidemment, je commande, je prévends tout. Le temps que les masques arrivent, ils ont changé la loi. Non, la loi d'urgence a été annulée. Et les masques que j'avais n'étaient même plus dans la liste des CDC. Et ça valait plus rien. 50 millions à la poubelle. À la poubelle. Donc j'ai décidé d'en faire des dons. Pour récupérer 2 millions, non. Donc j'ai fait des dons à la fondation du Prince Charles. J'ai rencontré le Prince Charles, le roi Charles, à une vingtaine de pays d'Afrique, à plein d'associations en Suisse, en Russie, d'ailleurs, qui m'a permis de connecter avec le directeur général de la banque en Russie pour acheter, et à plein de pays. Tous les gens où je connaissais quelqu'un, je ne voulais pas des masques, et j'ai offert plein de cadeaux en me disant,
un jour ou l'autre, ça peut servir. Mais ce qui s'est passé pour moi le plus... et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le gouvernement genevois ne m'a pas acheté de masques. Ce qui m'a tué, c'était ça. C'est que les 30 millions de masques... Bon, il n'y avait pas de contrat, hein, mais il y avait quand même... Il disait, si tu as des masques, on te les achète à 30 centimes, 32 centimes. Je ne sais plus combien ça valait. On en revient au tout début, la tout conférence. Début, hein. Ouais. Et il y a une conne. Vraiment un cafard. Une fille que je connaissais depuis l'école, à qui j'ai jamais rien fait de ma vie. Jamais. À part peut-être l'aider à une fois à trouver un appart, qui d'ailleurs, elle le reconnaît. Donc, jamais rien fait avec. Qui, une fois bourrée, stone, elle fait un FaceTime sur Instagram, je sais pas comment on appelle ça, un Insta machin, qui dit, mais c'est qui ce Abdallah qui vole les masques des gens et qui prend des masques pourris qui sont sûrement périmés, alors que l'État n'a pas de masque? Et elle va sur une campagne avec anti-Abdallah, qui a été supportée par un pharmaciste UDC à la route de Malagnou, qui a amené au Grand Conseil de faire une motion pour poser des questions si l'État avait acheté des masques de moi chez moi ou pas. Sans aucune raison. Oui, mais sauf que ça m'a coûté... juste ce petit jeu m'a coûté 10 millions. C'est dingue, c'est dingue. Elle a perdu, elle a été condamnée, je l'ai fait payer, mais ça m'a servi à quoi en fait? À rien du tout. Perte de temps, oui. C'est là où les cafards sont dangereux. Et deuxième chose qui s'est passée aussi, c'est que moi j'ai tout de suite compris qu'il fallait tester vite. Et je suis allé voir Podja, je dis écoute mec, il faut tout de suite tester, tout de suite. Il me dit mais il n'y a pas assez de PCR. Je dis moi je me débrouille avec les PCR. Et je me dis il faut tester, il ne faut pas tester dans des lieux fermés. Donc, je vais faire un drive-in. Il me dit, mais de quoi tu parles? Je dis, laisse-moi faire. Et j'avais une parcelle où, à l'époque, on venait finir un chantier, qui était à l'époque une parcelle que j'avais louée pour 1 an ou de trop, qui était à Plan-les-Ouates, où, à l'époque, il y avait les trucs de chantier dessus, et qu'on venait d'enlever. Ben, je dis, on va faire ça à Plan-les-Ouates. Il y a l'accès de l'autoroute, rive gauche, rive droite, c'est parfait. Je prends on me parle de l'ancien directeur, comment on appelle ça, le chef médical, du pharmaciste, pardon, du médecin cantonal, du canton de Berne, qui lui a eu la même idée que moi de faire un drive-in. Je l'appelle et je dis, écoutez, on veut faire un drive-in à Genève. Ah, moi aussi, venez, on compare les idées. Donc on a beaucoup échangé, puis finalement, j'ai investi 1 demi-million dans l'infrastructure, j'engage tout le monde, j'avais acheté des PCR que personne n'avait. Je me suis associé avec un laboratoire à Genève. Je me suis associé avec un médecin, parce qu'évidemment, il faut être certifié médecin. Et on allait commencer à faire le testing. Donc, j'avais la brochure, j'avais tout fait. Tout le monde était prêt. T'arrivais, tu avais un numéro, on te testait dans ta voiture, toi ou tes autres gars, on te donne un deuxième numéro. T'arrives, parce qu'à l'époque, c'était test rapide. Hein. T'arrivais au bout, on te donnait. Et j'avais même fait une app, c'est celle que nous avons vendue après coup, qui te disait que tu étais testé ce jour-là et que tu étais positif ou négatif. J'avais tout fait. Podja m'appelle et me dit hein, tu devrais aller voir le médecin cantonal avant d'ouvrir. Bien sûr. Je me déplace chez le médecin cantonal. Moi, le médecin en question et le laboratoire en question. J'arrive. Bonjour. Arrive. Il était où oui, arrive. Et une petite salle comme ça, puis je m'assois, puis il me dit bonjour. Il me dit vous êtes qui vous? Je dis pardon? Je suis Abdallah Chatila. Il me dit non mais je sais qui vous êtes, mais vous êtes qui? Je comprends votre question monsieur. Il me dit vous êtes un citoyen normal. Pourquoi vous mêlez des affaires de l'État? Je dis pardon? Il me dit mais quelle qualification vous avez pour pouvoir tester et puis prendre la place de l'État? Je prends la place de personne. Et si je prends la place, c'est qu'il y a une défaillance. Aujourd'hui, on a tous les jours des gens et on ferme, tous les bureaux sont fermés parce qu'on ne sait pas si les gens sont testés ou pas testés. On ne sait pas s'ils ont le Covid ou pas le Covid. En faisant un test précoce, on peut ramener les gens au boulot plus vite et que l'économie reprenne. Enfin, peut-être vous vous en foutez parce que vous êtes un employé, vous êtes salarié, mais c'est un problème. Mais quelles compétences vous avez? Je dis, moi, aucune. Je n'ai même pas été à l'Uni. Par contre, eux, c'est un laboratoire qui est certifié pour faire les tests
Et lui, c'est un médecin qui est certifié. Il me dit, moi, je ne vous connais pas. Puis le médecin, qui était un ami à moi, il me fait, on était à l'école ensemble. Il lui fait, au mec. Et il me dit, mais moi, je ne veux pas travailler avec vous. Et il me dit, je veux que vous quittiez mon bureau. Je dis, pardon. Il fait, oui. Je dis, mais moi, je ne quitte pas votre bureau. Il me dit, alors moi, je quitte. Il s'est levé, il s'est cassé, le mec. C'est lunaire comme histoire. J'appelle Podja, je dis, mais il se passe quoi? Il me dit, non, mais tu sais, ils ne sont pas confiants. Je dis, mec, je vous ai envoyé depuis 20 jours, j'ai mobilisé 80 personnes chez moi. J'ai investi un demi-million. Je vous crée le premier centre de test en Europe. J'ai même pas besoin de vos PCR, j'ai trouvé où les trouver. Et vous venez me dire que je suis pas capable. Ça va un peu trop vite. Mais il m'a dit, mais t'es allé trop vite. Je t'ai dit. Il m'a dit, Podja m'a dit à plusieurs reprises, Abdallah ralentit. Tu vas nous trouver des solutions trop vite? C'est tellement suisse. Et là, il me fixe rendez-vous avec M. Bron, qui est une magnifique personne, qui était le directeur de la santé. Il me dit, M. Attila, en fait, on ne veut pas. Je dis, mais pourquoi vous n'avez rien dit? Il me dit, je ne sais pas. Mais en fait, on ne voulait pas que vous fassiez ça. C'est politique. Ouais, Okay, merci, au revoir. J'ai rien dit. D'ailleurs, personne n'était au courant de cette histoire. 2 mois plus tard, il me rappelle. Il me dit, on a un petit problème, on va ouvrir des centres de tests, on ne sait pas quoi faire. Je dis, bon, laissez-moi faire. Et c'est là où on a fait 500 000 tests et 500 000 vaccins. Mais c'est nous qui avons tout structuré. Et le premier centre de test, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, il y avait ces tableaux, on l'a fait. Tout a été copié par tout le monde de tout ce qu'on a fait nous. J'ai eu le droit à une lettre du ministère de la Santé, mais pas du Conseil d'État, pour dire merci pour vos efforts pour le Covid. 75 millions j'ai perdu dans le Covid. Liés à la santé que j'ai offert. 75 millions. Tellement personne ne me croit que je demandais à M. Zouin, l'ancien patron de la Cour des comptes du canton de Genève, de faire un rapport et qu'il le signe pour dire que j'ai perdu 75 millions. Bah oui, parce que personne ne me croit. J'ai eu droit à une lettre. Une petite lettre de remerciement. Ouais, ça. Alors qu'une association que j'ai soutenue financièrement durant le Covid, c'est une dame que j'admire. Elle a fait un boulot magnifique. Elle a réussi à nourrir je ne sais pas combien de gens qui étaient dans la rue à l'époque, des réfugiés ou d'autres, et on lui a donné la médaille de Genève. Et moi, j'ai eu le droit à une lettre, même pas du Conseil d'État. Et oui, je trouvais ça très injuste, parce que c'est pas juste. Et quand on vient puis on me raconte des salades, quand on sait l'effort que j'ai fait, le travail acharné, oublie l'argent. Que j'ai perdu, c'est ma faute, c'est pas la faute des gens. Personne ne m'a demandé de faire, personne ne m'a fait. Donc, je ne parle pas d'argent. Mais le temps consacré à faire ça et pas faire autre chose, et puis surtout, grâce à nous, 500 000 tests et 500 000 vaccins ont été faits. Je ne dis pas qu'ils n'auraient pas été faits, mais clairement, ils auraient été faits beaucoup plus tard. Donc, on peut peut-être assumer que grâce à nous, il y a eu moins de morts que prévu. On peut assumer. Il n'y a rien à... Je ne le dis pas. Mais tout ça, ça vaut quelque chose, non? Et quand tu vis ou tu marches dans la rue et tout le monde te dit merci, grâce à vous, on vit mieux à Genève. Et maintenant, quand je marche dans la rue, les gens disent il doit de l'argent. Je dis mec, vous êtes taré ou quoi? Et c'est ça qui est très compliqué quand tu as de l'eau. Et pour moi, en fait, j'ai ni d'amertume, ni de regret, je le ferai 100 fois. Mais ce qui est clair, c'est que les gens, en fait, au lieu de se poser les bonnes questions, se posent toujours les mauvaises questions. La bonne question, c'est pourquoi est-ce qu'il en est là? Est-ce qu'il a besoin de quelque chose? Comment est-ce qu'on peut l'aider? Au lieu de dire quelle horreur, oh, ou. Et en fait, c'est ça le problème de Genève. C'est qu'ils n'arrivent pas, en fait, à se rappeler ce qu'on a dit avant, c'est que des gens comme moi, je ne suis pas le seul, il y a plein de gens qui ont aidé, qui sont des producteurs, ben, il n'y en a pas beaucoup. Donc, quand tu as quelqu'un qui aide à l'économie à grandir, qui fait des choses que d'autres ne font pas, dans un monde où des gens ne font pas grand-chose, ben, toi, État, ou toi, peuple, ou je ne sais pas comment le citer, tu devrais venir essayer d'aider, de comprendre comment on peut soutenir ces gens-là. Va dire aux banques, on veut que vous le soutenez. Va faire ci, va faire ça. Et nous, c'est facile. Hein. On a perdu, on avait gagné les 5 dernières années 200 millions, 250 millions de l'immobilier. On a perdu 250 millions dans les autres activités. Ben, en fait, c'est une holding. Donc, l'argent qui gagne monte, après, il redescend. Bam, bam, bam.
Tu les vois dans les comptes, hein, c'est clair comme l'eau de roche. Et après, on se retrouvait à devoir des impôts pour l'immobilier et avoir perdu 200 millions de l'autre côté ou 220 millions de côté. Donc je vais voir l'État, je dis écoutez, c'est possible de faire quelque chose. La loi ne vous autorise pas à compenser au niveau de la holding, mais la loi vous autorise à annuler une dette. Et une réponse très naturelle, il dit même si je voudrais, je ne peux pas parce que politiquement, c'est un suicide d'aider Abdallah Chatila. Et je ne dis pas qu'elle a tort ou raison. Et ils ont été très sympas, ils nous ont donné un échelonnement de paiement assez long et on va partir là-dessus. Mais en fait, le problème de cette image politique et de protection politique, je l'avais déjà entendu une autre avant. Vous dites, ah, mais si on fait ça, c'est qu'on fait une faveur à Abdallah Chatila. Mais fais-moi une faveur. Moi, aujourd'hui, si tu me dis qu'on doit donner un permis spécial pour un immeuble à Wilsdorf ou à Rolex, j'en ai rien à foutre. En tant que citoyen, je remercie l'État de remercier des gros contributeurs. Quelque chose, hein. Tu vois, on vit aujourd'hui, Wilsdorf soutient 99, allez, j'exagère, 80% du monde social genevois, en tenant compte que le canton fait les 20 autres. Bah oui, ils veulent des passe-droits. Ils ont le droit à avoir des passe-droits. Pour moi, c'est pas antidémocratique. Ils veulent appeler leur pont Hans Wilsdorf. Appelle-le Hans Wilsdorf 100 fois, mec. Si tu veux financer d'autres ponts, finance d'autres ponts. Et eux, ils se font attaquer. Donc, si eux sont attaqués, c'est normal que je me fasse attaquer. Donc, tu sais, ils ont changé sur plein de fois de politique. Ils ne voulaient pas donner leur nom, après ils donnent leur nom. Et en fait, ils l'ont fait parce qu'eux-mêmes, même Wilsdorf, à leur échelle, se sont fait attaquer. Donc, tu imagines Abdallah Chatila. Et donc, à partir de là, tu vis dans un monde de ce que je considère d'injustice et de ce qui n'est pas fair play. Et ça pourrait, d'ailleurs, ma femme m'a toujours dit, mais pourquoi tu continues à vouloir aider Genève ? J'allais dire, ça te donne envie de quitter la Suisse, des fois ? Bah, en fait, oui et non. Oui, parce que... mais ça aurait pu être injuste ailleurs. Donc, ouais. Mais non, mais... Oui, parce que moi, j'aurais dû vivre aux États-Unis. Où, en fait, le fait d'entreprendre, tu as statistiquement des échecs. Mais au lieu de se rappeler de tes réussites, on ne se rappelle que des échecs en Suisse. Alors qu'aux États-Unis, on ne se rappelle que de tes réussites. La vraie différence, c'est celle-ci. Et aujourd'hui, j'ai eu tellement de réussites, mais en fait, personne ne parle de mes réussites. Est-ce qu'une fois, quelqu'un t'a déjà cité le fait qu'on a donné plus de 20 millions à travers la Fondation Sésame ? Jamais. Est-ce que quelqu'un t'a dit qu'on était, quand le Servette était par terre, nous étions le seul premier sponsor du Servette, qu'on a payé des millions pour le Servette, pour que, après Wilsdorf a repris, ça allait beaucoup mieux. Mais avant, il n'y avait pas beaucoup qui étaient là pour soutenir le Servette, hommes, femmes. On soutenait Servette, ok, Servette homme, Servette femme, Servette enfant et machin. Tous les soutiens qu'on a fait au niveau, soit pour soutenir la Genève internationale, qui est très importante pour moi à mes yeux, parce que Genève grâce à la Genève internationale, ce qui est très peu connu et compris des Genevois et des autorités genevoises. Le soutien qu'on a fait au sport, le soutien qu'on a fait à la culture, il y a encore 7-8 millions qui étaient aussi investis. En plus, alors, je ne dis pas qu'on n'a pas profité dans l'image, parce que c'était pas, je n'appelle pas ça du mécénat, parce qu'il y avait notre pub, mais bon, on les a soutenus quand même. Et on n'en parle plus. Et les milliers de collaborateurs durant le Covid qu'on payait, on n'en parle plus. Et les millions que j'ai donnés à des entreprises, où j'ai revendu ensuite les entreprises au quart du prix, on n'en parle plus. Et ça, c'est vrai que c'est un sentiment d'injustice, mais le fautif, c'est moi. J'aurais jamais dû me mettre dans une position de faiblesse. Parce que si, en tant qu'entrepreneur, tu dois toujours dire « ouais, ils sont pas gentils les autres », bah, tu n'avances pas. Tu dois toujours te remettre en question. Et comme tu t'es posé la question « pourquoi j'ai fait cet investissement et ne pas regretter cet investissement », par contre, où est-ce que j'ai merdé ? Tu dois quand même savoir où tu as merdé pour ne pas répéter l'erreur. Parce que le vrai secret de l'entrepreneuriat, c'est pas de ne pas faire d'erreur. C'est de ne pas refaire les mêmes erreurs. Pas faire 2 fois la même. D'apprendre des erreurs. Parce que sinon, tu n'avances pas. Ah non, c'est fou, t'as une vie fascinante, tellement de belles histoires à raconter, on aurait pu y passer 5 heures. De regarder l'heure. On n'a pas fait la moitié, si une fois t'as le temps, on fera la version 2 et on mettra les deux ensemble pour le plus long podcast de la savane. Ouais, ce serait magnifique, mais on avait toujours la même question traditionnelle de fin, par contre, à laquelle on a très envie que tu répondes. Alex, je te laisse la poser. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir une belle vie selon toi ? Il n'y a rien de plus important pour avoir une belle vie que d'être bien dans ses bottes. Et
de ne pas jalouser les autres et de faire ce qu'on a envie de faire dans la vie. Par contre, parfois, faire que ce qu'on a envie est égoïste. Parce qu'en fait, je l'ai vécu. J'ai fait toujours ce que je voulais et beaucoup de gens ont payé la conséquence de ce que je voulais, de ça. Parce que j'ai eu des retards de paiement. Il y a quand même eu des entreprises qui ont dû avoir des difficultés à cause de moi. J'ai moins passé de temps avec ma famille. Donc, il y a eu des conséquences claires à cause de ça. Ben, il faut toujours quand même penser que faire ce qu'on veut, c'est bien, mais faire ce qui est juste est encore mieux, en fait. Et du moment que toi, tu arrives à avoir un équilibre de vie entre ta passion, moi, ma passion, c'est le travail, mais tu peux avoir d'autres passions, la famille, et puis être, parce que je reviens toujours à la bienveillance, bah, c'est difficile de ne pas être heureux. Mais on a appris au tout début du podcast, on a parlé de ces Genevois qui vivent dans une routine facile, mais je ne pense pas qu'ils sont moins heureux qu'autre chose. Et en fait, finalement, c'est une question un peu philosophique à 2 balles genevoises à la fin. Est-ce que finalement, entreprendre, prendre de risques et avoir une vie olé olé, c'est vraiment être heureux? Ou est-ce que vivre une vie pépère est quelque chose qui te rend heureux? Et c'est ça. Et c'est très personnel et c'est très difficile de vraiment pouvoir donner une réponse unique, blanche ou grise, blanche ou noire, c'est toujours gris. Et je pense que c'est une question que chacun de nous, on doit se poser. Mais là où les gens, et je le vois beaucoup, c'est qu'ils n'osent pas prendre un risque dans la vie qui leur permettrait de goûter à autre chose. Et je trouve dommage, après moi, avoir tellement voyagé, pris tellement de risques, investi dans tellement de choses, dans tellement de gens, et avoir échoué plein de fois, le fait d'avoir vu ça m'a rendu positif. Et je ne parle jamais des échecs. Pardon, j'en parle beaucoup des échecs, mais les échecs ne m'affectent pas. Parce que dans ma tête et dans mon âme et dans mon cœur, c'est que ce qui m'a enrichi dans ces échecs qui compte. Et c'est là où la vie rend malheureux quand tu fermes les yeux et tu dis je ne pense qu'aux choses qui t'ont rendu malheureux ou tu parles des échecs au lieu des choses qui t'ont rendu heureuse. Parce que dans toutes circonstances malheureuses, tu as toujours quelque chose de positif qui en sort. Peut-être pas tout de suite, mais après. Et si toi, tu n'arrives pas à trouver ça, bah, tu ne seras jamais heureux. C'est beau. Et plutôt de se rester frustré sur les choses malheureuses qui se sont passées, autant essayer d'apprendre, grandir, se développer pour faire ce qu'on veut, quoi. Et toi, tu démontres ça, en tout cas, tu as l'air de faire ce qui te passionne, d'être heureux comme ça, et c'est beau à voir. Voilà. Abdallah, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour ce partage, et à bientôt pour la sequel. Pour la sequel qui va arriver dans pas longtemps. Merci beaucoup. Merci à vous. Cet épisode de La Savane a été créé en partenariat avec Omega Studio. Grâce à eux, nous sommes dans ce studio incroyable en plein cœur de Genève. C'est bien plus qu'un simple studio. Ils offrent une expérience unique et adaptée à chaque projet. Que ce soit pour votre communication interne et externe, des showcasts, des tables rondes ou des webinars, tout est possible. Que vous souhaitiez réaliser un événement en direct ou enregistré, créer du contenu ou renforcer votre stratégie de communication, Omega Studio a tout ce qu'il vous faut. C'est le studio le plus complet et le plus accessible de la région, avec une vraie équipe de pros qui vous accompagne à chaque étape de votre projet, avec un véritable accompagnement scénique, vocal et narratif pour faire de votre passage à la caméra une expérience réussie et inoubliable. Si vous voulez en savoir plus sur Omega Studio, on vous met le lien vers leur site internet et leur service en description. Encore merci à eux pour leur soutien.